Voilà, on est en direct. Bonjour ou bonsoir à tout le monde dans cette émission, que vous soyez avec nous en direct ou en replay. Et donc ce soir, on va consacrer une émission à l'autosabotage. J'ai même envie de dire plutôt à nos autosabotages, à toutes les formes d'autosabotage, parce qu'il y en a beaucoup. Et pour cette émission, on reforme un trio qu'on avait formé il y a quelques semaines et que je suis bien contente de retrouver avec moi ce soir, puisqu'à nouveau, j'accueille Marie Guibouin. Bonsoir Marie. Bonsoir. Et Rémi Guyon. Bonsoir Rémi. Bonsoir. Donc comme je le disais, on avait fait une première émission ensemble il y a quelques temps, je crois que c'était le mois dernier, qui s'intitulait Réussir sa vie en dehors des sentiers battus. Et au cours de cette émission, vous avez parlé un petit peu de nos parcours professionnels atypiques et de la façon dont aujourd'hui on en était arrivé à vivre la vie qu'on se souhaitait, à exercer l'activité qu'on aime avec des gens qu'on aime au rythme qu'on choisit et à en vivre alors confortablement pour Rémi, pour qui c'est le cas maintenant. De manière, on va dire en vivre bien, mais pas encore confortablement pour Marie et moi, mais pour nous, c'est aussi un processus un peu plus jeune. Et après cette émission, on avait eu enfin moi, en tant qu'animatrice, j'avais eu beaucoup de retours de votre part, et il y en avait aussi dans les commentaires, où vous nous aviez remercié sur le vent de positivité qui soufflait sur cette émission, sur le bien que ça vous avait fait, la joie qui en émanait, l'espoir que ça vous donnait aussi que c'était possible. Et j'étais vraiment heureuse de lire tout ça parce que c'était vraiment notre envie en faisant l'émission, justement, de témoigner que oui, c'est possible et que non, on n'a pas besoin d'en chier pour en arriver là, qu'on peut vivre d'une activité qu'on aime sans forcément avoir à payer un prix exorbitant pour ça. Et puis en y repensant et en écoutant un peu tous vos retours, je me suis dit que peut-être on vous avait donné une vision un petit peu trop idyllique ou idéaliste justement de ce chemin qu'on avait fait pour en arriver où on était aujourd'hui et qu'on n'avait peut-être pas assez mis l'accent, mais c'était pas non plus le propos dans cette émission-là, sur les difficultés qu'on avait traversées parce que finalement, c'est vrai que si on en est là aujourd'hui, c'est aussi parce que derrière, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de travail, pas forcément en termes de formation ou de stage qu'on aurait fait, mais en termes de travail sur soi. Voilà, chacun de nous, je crois, on a été amené à faire face à nos croyances, à nos peurs, à nos schémas limitants et à dézinguer tout ça petit à petit. Chacun à son rythme et chacun avec ses moyens. Et du coup, c'est ça qui m'a donné aussi envie de proposer une deuxième émission sur le sujet ce soir pour apporter un éclairage un peu complémentaire à tout cet espoir qu'on avait apporté de la première émission et éventuellement, si on peut, aussi vous faire partager notre expérience en la matière, répondre à vos questions et voir si peut-être, à travers nos témoignages, vous allez trouver des réponses ou des solutions à des situations que vous vivez et qui, pour nous, sont déjà derrière. Et puis, il y avait une autre raison plus personnelle pour laquelle je voulais faire cette émission, c'est que je voulais un petit peu enlever le vernis ou réhumaniser cette image de moi que me renvoient ces derniers temps beaucoup vos mails et vos commentaires. Vous êtes nombreux à m'écrire en me remerciant pour les émissions, en me disant à quel point vous éprouvez de la joie à les regarder. Et certains, par exemple, me disent que rien qu'en pensant à moi, ils se sentent tout joyeux et que je dégage comme ça un bonheur contagieux et que ça leur fait du bien. Et donc, j'avais envie de recadrer les choses, de réhumaniser cette Sylvie animatrice que vous connaissez à travers la web TV et de vous montrer un peu ou de vous parler un peu de la Sylvie face B. Parce que comme vous, je suis une personne ordinaire et si j'ai des hauts, j'ai aussi des bas, j'ai même parfois des très très profonds bas qui peuvent être durables. J'ai un passif assez lourd avec la dépression, avec les comment on appelle ça, les comportements autodestructeurs aussi, que ça soit à travers mon histoire familiale ou à travers ce que je connais de mes vies antérieures. Et donc voilà, j'avais envie de répondre un peu à ces personnes qui me disent oui, mais pour toi c'est facile parce que de toute façon tu es positive et tu prends toujours les choses du bon côté. Donc j'ai envie de dire que non. Je cite souvent cette citation de Charles Trenet que j'aime beaucoup et qui dit le bonheur est un coup de dé, mais la joie est une discipline. C'est vrai que pour moi, la joie, c'est un petit peu quelque chose qui se travaille au quotidien. Et justement, je pense que passer par l'identification des façons dont on sabote, dont on s'auto-sabote et dont on limite sa joie, et parler de comment on peut les dépasser, ça fait aussi partie justement de ce processus de transmutation qui permet d'accéder à la joie, pas parce qu'on ne vit pas de moments difficiles, mais parce que on sait que c'est juste un passage. Donc voilà, j'avais aussi envie de faire l'émission pour ça et pour que vous ne gardiez pas de moi cette image un peu
un peu partial, j'ai envie de dire, d'une fille toujours positive et toujours joyeuse. Parce que vraiment, je peux vous dire que dans ma réalité quotidienne, c'est pas forcément ça de tout le temps. Voilà. Donc, je ne sais pas si l'un d'entre vous veut prendre la parole déjà par rapport à ça, par rapport à ce que j'ai dit. Honneur aux dames. J'allais dire honneur aux hommes. Je n'en ferai rien, je n'en ferai rien. Ah ben, je trouve ça super. Après, je te rejoins là-dessus, Sylvie, parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont fait des retours comme ça, comme ils te font à toi, du genre, t'es tout le temps positif, pour toi c'est facile, machin. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur mon blog, j'écris de plus en plus des articles, autant dans les moments joyeux que dans les moments où des fois, bah non, je suis comme vous, moi aussi, des fois je suis en bad, et voilà. Et d'ailleurs, dans ces articles-là, en général, j'ai quand même pas mal de retours. Les gens, ils se reconnaissent, en fait, parce qu'en fait, on n'est pas des robots, on est quand même des êtres humains. Et voilà, je trouve que c'est important. En fait, cette émission est importante, je pense, pour dire, voilà, on vous montre, enfin, on inspire peut-être des gens, mais on est aussi des personnes normales. Et des fois, on est là, on peut passer, je sais pas, moi, ça peut m'arriver. Genre récemment, là, une matinée, je devais continuer mon livre et j'arrivais pas. Donc, du coup, je procrastinais sur YouTube parce que j'étais en… Et voilà, après, il y a des façons de passer au-delà, quoi. Mais il y a toujours un petit truc qui vient se mettre et mettre… Ah, t'es sûr que tu vas y arriver? C'est pas certain. Après, on peut s'en amuser, voilà. Là, maintenant, je suis rendue au stade où je peux en rire, en fait. Ça dure pas longtemps. Voilà, je pense qu'effectivement, c'était peut-être une chose qu'il fallait poser dès le départ, c'est que on n'est pas, comment dire, on voulait vraiment se montrer à vous dans toute notre authenticité. De toute façon, dans la vie, on est tous les trois des personnes très authentiques. Et moi, je tenais vraiment à casser cette espèce de, c'est presque en train de devenir une icône. Et j'aime pas ça, en fait, qu'on m'identifie à cette joie. Parce que c'est pas, voilà, pour moi, c'est pas ma vérité. Il y a des moments où effectivement, je suis très joyeuse. C'est vrai que je pense que j'ai un bon potentiel de positivité, mais comme je le disais, je sais aussi que dans mon histoire, j'ai un passif de dépressif. Alors, en fait, je vais vous donner deux indicateurs très concrets et très simples pour vous montrer un peu d'où je viens. Donc, je dis toujours que dans ma famille, il y a un déficit d'estime de soi qui est à peu près équivalent au trou de la sécurité sociale française. Donc, pour vous donner un peu une idée de l'abysse. Hein. Et pour vous donner deux indicateurs très simples, quand j'avais 9 ou 10 ans à peu près, je me giflais devant la glace, tellement je me trouvais pas belle. Donc voilà, ça donne déjà… Ah, on a perdu Sylvia. C'est j'étais trop fort là. Je me gifle devant la glace. Dans ton ombre, Sylvie. Non mais reviens Sylvie, c'est pas grave. Hein. On l'a perdu en route là. Non, mais elle a voulu montrer son ombre, on est dedans. Voilà. Ouais. Bon, on va continuer là-dessus. Du coup, bah oui, c'est vrai qu'en fait, on est loin d'être parfait en fait. Alors c'est sûr que quand tu te développes et quand tu travailles continuellement sur toi, que tu avances, quand même, ça devient quand même de plus en plus cool quand même, faut pas se leurrer. Mais bon, malgré tout, il y a quand même des moments de down. Puis on rigolait de ça avec Sylvie tout à l'heure, parce que c'est vrai que rien que l'émission de poser le thème de l'auto-saboteur, bah, moi, il m'a apparu encore plus net depuis qu'on a posé la date. Quoi. Je le voyais tous les jours sur des tas de sujets. Donc, du coup, c'était assez drôle. Ouais. On va rendre la parole à lumineuse Sylvie, qui est de retour. Oui, qui s'est foutu tellement des dates dans la voilà, qui s'est auto-sabotée. Voilà, donc comme vous, hein, de toute façon, du moment où on a programmé l'émission, j'ai mon auto-saboteur qui s'est manifesté. J'en ai parlé ce matin dans un texte que j'ai posté où je parle du pays symbolique d'où je viens, que j'appelle maintenant comme avec humour, comme le fait Marie, la victimite, puisque dans ma famille, il y avait un très fort taux de victimite. Et donc, j'étais en train de vous raconter que donc, quand j'étais petite, vers 9-10 ans, je me giflais devant le miroir tellement je me trouvais pas belle et pas aimable. Et puis, à 18 ans, en fait, à l'âge où j'aurais dû démarrer dans la vie et avoir plein de projets et me demander comment j'allais réaliser mes rêves. En fait, moi, mon rêve, c'était de mourir. J'étais fin suicidaire et je dirais presque mon obsession, c'était que je voulais quitter cette vie parce que de toute façon, ça me semblait complètement insupportable de rester ici et je cherchais en fait, en gros, la meilleure stratégie pour mourir. Donc voilà, ça vous donne un peu une idée de où je viens, d'où je viens.
et que ça a quand même pas été toujours la Sylvie que vous connaissez aujourd'hui. Et puis, justement, peut-être on peut commencer là-dessus. On se disait tout à l'heure en caméra off que dès le moment où on avait programmé l'émission, on avait tous un peu vu nos stratégies d'auto-sabotage se mettre à l'œuvre. Et comme justement, elles sont pas les mêmes chez tout le monde, nous, on a les nôtres et vous avez sûrement aussi les vôtres. N'hésitez pas à les partager sur le chat. Peut-être ça peut être intéressant de faire un petit tour pour voir comment ça s'est manifesté pour vous. Donc, moi, vous voyez, je me provoque la caméra qui saute. J'ai failli ne pas faire l'émission puisque, comme vous l'entendez, j'avais pas de voix pendant 3 jours, justement parce que j'avais écrit ce texte qui m'avait tellement brassé que après pendant 3 jours, je suis vraiment tombée malade, physiquement malade. Et pour la petite histoire, je racontais aussi dans ce que j'ai posté ce matin que d'une part, je suis tombée malade, mais vraiment dans les mêmes minutes qui ont suivi la fin d'écriture de ce texte, j'ai reçu un mail du ministère de l'Éducation nationale du Luxembourg, où je vis aujourd'hui, qui me proposait en fait de m'inclure dans son catalogue pour mettre en avant certains de mes livres dans les écoles et les bibliothèques du Luxembourg. Et j'ai trouvé ça vraiment énorme parce qu'en fait, ça fait 10 ans que je vis et que je travaille ici. Que j'interviens à différents endroits et en fait sans avoir vraiment réussi ni cherché, je dois le dire, à me faire une place en tant qu'auteur, en tant qu'animatrice d'atelier d'écriture. Et je pensais vraiment que si un jour j'étais, si mes livres me faisaient connaître, ce serait pas au Luxembourg, ce serait plus en France ou au Québec. Et voilà qu'au moment où j'avais un peu fait mon deuil de ça, où je l'attendais plus du tout. J'écris ce texte où je décide que j'en finis avec mes pratiques de victimite, que je les passe toutes à la benne. Et dans les minutes qui suivent, ce mail que je n'attendais absolument pas m'arrive. Et en plus, je ne sais même pas comment ils m'ont trouvé, comment ils m'ont recensé, puisque moi, je ne les ai jamais contactés. Donc, c'est un total mystère. En tout cas, c'était un beau cadeau que la vie m'a fait. Alors, pour vous, ça s'est manifesté comment, vos remontées d'auto-sabotage? Il y a un beau, c'était, je sais pas, première fois que j'ose enfin faire un concert de chant canalisé en ligne. Et puis, quand tu étais là, d'ailleurs, Sylvie aussi, tu étais dans les spectateurs, j'ai fait un fantastique concert de silence. Le micro n'a pas marché. Le micro n'a pas marché ce soir-là. Donc, en fait, j'étais à fond dedans. Je trouvais ça chouette. Ma femme avait écouté, c'était cool. Ça y avait fait beaucoup de bien. Mais sauf qu'on était les seuls à en avoir profité. C'est ça, côté spectateur, on n'entendait que chi. mais en même temps, c'était un auto-sabotage, positif, j'ai envie de dire. C'est ce que tu me disais tout à l'heure hors caméra, puisque moi qui étais de l'autre côté et qui n'entendais rien, je sentais quand même l'énergie passer. Et ça, j'en ai témoigné après, que finalement, qui est son ou qui est pas son, l'énergie que tu envoyais, elle passait et que il n'y avait même pas besoin du support sonore, il n'y a pas besoin d'entendre pour que ça soit là. Donc finalement, ça nous a permis de faire une expérience qu'on n'aurait peut-être pas pensé à faire parce qu'on l'aurait pas programmé. Mais c'était intéressant que ça se passe comme ça. Tu as fait un chant silencieux en fait. Ouais, c'est ça. J'ai fait un truc énergétique, vibratoire, mais dans le silence. C'est ça. Il était à fond, tu sais, il chantait, il faisait des gestes et tout. On n'entendait rien. Et alors, moi, j'arrêtais pas de lui envoyer des messages sur son mail, sur sa messagerie, partout. Mais il était tellement dans son truc qu'il a chanté 1 heure. C'est ça. Il a chanté 1 heure et pendant 1 heure, il a chanté sans qu'on l'entende. Mais du coup, les gens, ils étaient quand même en ligne et tout, ou ils s'en allaient? Ouais, si, il y en a qui étaient restés, mais après, quand moi je fais ça les yeux fermés, tu sais, je rentre en état modifié, donc du coup, je m'en rends plus compte. Mais c'était intéressant. En fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est qu'il y a 2 types de saboteurs. Tu as les saboteurs qu'on entend à l'intérieur et qu'on arrive à démasquer et qui du coup n'ont pas trop d'intérêt. Mais d'autres qu'on voit comme du sabotage et au final, c'est des bénédictions déguisées, quoi. Parce que en général, quand on les vit, ils ont un intérêt, en fait. Je sais pas, par exemple, j'avais passé à l'époque où j'étais militaire, je voulais devenir officier et j'avais fait le concours officier, donc je réussis l'écrit, je réussis l'oral, je réussis tout bien. Et la dernière épreuve, qui était la seule épreuve éliminatoire, que d'habitude je réussissais nickel, je faisais des bons temps, c'était le parcours d'obstacles. Et là, ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, j'avais pas de bras. J'ai même pas réussi à passer le mur, impossible. Alors, ça n'est jamais arrivé de ma vie, jamais. Et j'ai essayé de le faire 12 fois, j'ai gueulé, je pleurais, tout ce que tu veux, parce que si j'avais réussi ce parcours, c'était terminé, j'aurais été officier. Mais au final, le fait que je ne l'ai pas eu, sur le coup, je l'ai super mal vécu en me disant putain, c'est dégueulasse, comment ça se peut que ça m'arrive aujourd'hui, je fais tout le temps des super temps. En fait, c'était une vraie bénédiction puisque je ne devais pas être officier militaire, je devais être thérapeute, quoi.
Donc en fait, il y a toujours des petites bénédictions derrière, mais j'avoue que sur le coup, on les vit comme du sabotage. Ouais. Oui, je pense que c'est bien que tu parles de ça parce qu'effectivement, pour moi, il y a deux choses différentes. Il y a ce qu'on prend pour des sabotages, mais qui en fait sont juste des rappels de l'univers qu'on n'est pas en accord avec avec ce qu'on a à vivre à ce moment-là. Soit on n'est pas sur le bon chemin, soit on y est, mais c'est pas le moment de passer par là à ce moment-là. Soit il y a des vrais autosabotages qui là, et j'ai envie de dire, même là, c'est des bénédictions parce que moi, j'ai compris que l'autosabotage, c'est un peu comme un miroir. La vie est un miroir qui nous renvoie avec une fidélité extrême et presque implacable le meilleur comporte-nous et aussi le pire. Et donc, chaque fois qu'on a cet autosaboteur qui croise notre chemin, en fait, c'est pour nous aider à identifier. C'est pour ça que dans le titre de l'émission, il y avait cerner l'autosabotage, parce qu'il peut y avoir différentes stratégies, d'une part, et puis après, à trouver comment on en vient à bout, comment on va contrer sa stratégie, le désarmer, parce qu'effectivement, on en parlait avec Marie dans un Skype qu'on a fait toutes les deux, on se disait qu'il y a beaucoup de stratégies d'auto-sabotage, certaines très ouvertes, comme quand on commence à se démolir ouvertement par des critiques, des jugements. Bon, là, c'est assez facile de s'en rendre compte et de stopper le processus. Mais en fait, il y a aussi plein de petites stratégies d'auto-sabotage larvées, insidieuses, où on se rend même pas compte qu'on est en train de s'auto-saboter, tellement ça peut être subtil. Je pense à Jérôme Jérôme Rodange qui appelle l'ego le renard. Et je trouve que l'auto-saboteur, qui est une des facettes de l'ego, il a vraiment ce côté renard où des fois on le reconnaît même pas pour ce qu'il est. C'est clair. Ouais, il est sournois. Il est sournois et il peut avoir des stratégies très subtiles. Alors, pour donner un exemple concret, il y a des fois où on n'a pas l'impression de s'auto-saboter, mais on est en train de se limiter en ne s'autorisant pas à se donner un certain seuil de quelque chose, que ce soit l'argent, que ce soit le bonheur, que ce soit le bien-être, que ce soit, je sais pas, hein, le sommeil, l'envie de manger du sucre, n'importe quoi. En fait, voilà, on n'a pas l'impression de s'auto-saboter, mais on ne s'autorise pas à en avoir plus qu'un certain degré. Et en fait, quand on passe au-delà de ce degré, eh ben, on commence à se sentir mal, à se sentir coupable, justement à avoir des mécanismes d'autopunition. Donc, comme je le disais, c'est pas forcément un mécanisme où on est en train de se démolir à bout portant. C'est vraiment une croyance où c'est comme si l'image qu'on me donne, c'est comme si on s'obligeait à porter du S alors qu'au naturel, on est fait pour porter du XL, ou qu'on s'obligeait à remettre notre t-shirt de quand on avait 8 ans et à vivre dedans à l'âge adulte. Et voilà, il y a certaines stratégies d'auto-sabotage qui sont vraiment difficiles à déceler parce que je pense à un ami à moi, par exemple, qui était médecin, qui me racontait que même quand il a été à la retraite, pendant des années, il a continué à mettre son réveil très tôt le matin, comme quand il était médecin, alors que finalement, il était à la retraite et que rien ne l'obligeait à mettre ce réveil tôt le matin et à s'empêcher de dormir. Et il a mis vraiment au moins 10 ans à se rendre compte qu'il n'avait pas besoin de mettre ce réveil. Donc là, c'est pas un franc autosabotage, mais c'est quand même un droit, un droit au plaisir, un droit au repos qui ne s'accordait pas parce que il y avait l'habitude ou parce que c'était comme ça, c'était normal. Voilà. Donc c'est en ça que je dis que quelquefois il y a des stratégies vraiment presque pernicieuses où on le voit pas venir, quoi. Il fait des coups bas, il fait ses trucs par en dessous, en douce, et on n'identifie même pas qu'il est en train de nous entuber encore une fois, quoi. Est-ce que vous avez des exemples, vous, comme ça, de petites stratégies pernicieuses? Bah, ça va être de s'agacer. Je sais pas, par exemple, tu vois, je vais faire une conférence, je vais faire un concert, je vais faire quelque chose, et puis dans la voiture, je m'agace sur tout, quoi. Tout qui cherche à m'agacer pour que je sois complètement décentré, complètement énervé, complètement tout sauf ce que je voulais, en fait, à l'origine. Je vais leur faire un concert pour se détendre et j'arrive, je pourrais y arriver tendu comme un string, tu vois. Donc, en fait, maintenant, je m'en rends compte. Donc, quand je m'en rends compte, et ben, je le désamorce, je lui dis, ah ben, salut, mon petit auto-saboteur. Merci de t'énerver pour rien, puis ça sort tout seul, ça finit par changer. Mais avant, je tombais en plein dedans et puis je pouvais arriver à agacer justement et je mettais un peu de temps à descendre. Donc c'était vraiment des petites stratégies comme ça où tu t'en rends pas compte. Ou je sais pas, où tu vas à une soirée, tu sais qu'il y a une tension avec quelqu'un, tu y vas quand même et puis tu vas boire un peu plus que d'habitude et tu vas tout faire en sorte pour que ça pète, tu vois, ou ça va, tu vas saboter le truc un peu. Ça peut arriver ça aussi.
Alors moi, j'ai 2 potes à ton auto-saboteur là qui se manifestent un peu différemment. Il y en a un, c'est Monsieur Psychodrame. Donc en fait, c'est la tendance. Alors ça aussi, hein, c'est un truc que j'ai hérité au niveau familial. On était très fort pour ça. C'est celui qui d'emblée va vous grossir et vous noircir le tableau. Ouais. Et quoi que vous entrepreniez, va commencer par vous expliquer en quoi ça va être pas bien, en quoi ça va être pas réussi, en quoi ça va être difficile. En fait, voilà, c'est comment l'expression en français d'une souris fait un éléphant ou un truc comme ça, ou d'une montagne, je sais plus. Ah oui. Enfin voilà, c'est un détail, c'est un détail, et en fait, il en fait une énorme montagne, tellement qu'à un moment, vous ne voyez plus que la montagne, et vous avez même plus envie d'aller où vous aviez envie d'aller, tellement ça vous semble infranchissable. Donc ça, c'est une stratégie assez récurrente chez moi. C'est donc celui que j'appelle le psychodrame. Et puis il y en a un autre, c'est alors attends, c'était quand tu parlais de celui qui cherchait à t'agacer là quand tu te rendais à ton concert. Ouais. Alors chez moi, c'est celui qui comment je pourrais l'appeler celui-là. C'est un peu monsieur, c'est Calimero, voilà, c'est Calimero, c'est tout est contre moi, personne ne m'aime, la vie me fout toujours des bâtons dans les roues, quoi que je fasse, je suis obligée d'en chier. Alors qu'en fait, au départ, c'était rien, c'était juste un petit détail qui m'a énervée. Et en fait, au lieu de le laisser glisser, je vais me mettre en rogne contre ce détail, je vais le ruminer. Comme je génère de l'agressivité, je vais m'attirer d'autres contrariétés, genre en plus que j'ai fait un accro à mes bas, et je vais tomber dans un embouteillage, et puis peut-être ma voiture va être en panne d'essence, où je vais arriver, je vais pas trouver de place pour me garer. Donc, mais en fait, tout ça, c'est parce que je génère cette espèce d'énergie d'agressivité qui ne cesse d'enfler au fur et à mesure que j'avance, et au lieu de me calmer et comme je disais, de la laisser se dissiper, ce qui résoudrait la situation. En général, j'ai tendance à surenchérir. C'est vraiment comme dans une bagarre où au lieu de réagir pacifiquement, je vais stupidement continuer à alimenter la bagarre. Voilà, continuer à me battre avec ce truc que je crois être contre moi. Donc voilà, Calimero et Psychodrame. Voilà, mes deux acolytes. Ah oui, moi j'en ai toute une galerie, hein, tu sais, j'ai des portraits comme ça. Moi j'ai celui que j'avais parlé dans l'article là, que je croyais avoir dégommé en fait. Donc c'est lui le sournois. En fait, j'ai remarqué un mécanisme qui, je pense, est disparu ou est en train de disparaître. Hein, je l'espère. Je suis en ce moment à fond. En fait, c'était le mécanisme. En fait, c'est j'ai une idée, c'est trop bien et tout. Donc là, tu es dans un peu l'euphorie. Parce que moi, j'ai tendance à avoir des idées, puis pouf, je suis trop contente et je suis un peu pas dans l'excès, mais dans l'euphorie du truc. Donc, je suis contente et tout. Et j'ai schématisé ça avec un escalier, en fait. Et du coup, je monte sur ma première marche. Youpi, c'est la fête. J'ai trop une idée. C'est trop bien. Et ensuite, sur la première marche, j'en parle pas encore à des gens. Deuxième marche, je commence à dire mon idée, par exemple. Qui, je sais plus, j'ai 36 000 idées à la minute, admettons, je sors une idée. Et du coup, j'ai des retours positifs de cette idée. Donc, c'est cool. C'est bien. Les gens, ils sont contents, c'est cool. Donc là, je suis encore dans mon cheminement. Et par exemple, une personne, même bienveillante, va me dire mais t'es sûre que c'est bien ? Ou non, mais tu crois vraiment que les gens, ils ont besoin de ça ? Par exemple, si c'est un nouveau service et tout. Mais c'est vraiment rentable ton truc, même si c'est des gens qui disent ça gentiment en fait. Et là je vais dire ouais mais non, peut-être qu'ils ont raison. Non mais peut-être qu'ils ont. Et du coup là tous les trucs positifs d'avant, alors là complètement éjectés. et là tous les doutes qui se sont mis sur mon chemin. Donc ce n'est pas la faute du tout de ces personnes qui ont dit ça en fait, c'est moi la manière de l'interpréter. Et là je dis ouais non. Et là du coup c'est figé totalement. Donc là, ma troisième marche que j'étais en train de monter, pouf, je dégringolais, je parle au passé, jusqu'en bas. Et ce qui fait qu'à chaque fois, je faisais ça. Troisième marche, pouf, je tombais. Troisième marche. Donc en ce moment, là, je suis sur la troisième, alors je tiens le bambou et je ne tomberai pas. C'est hors de question. Mais est-ce que tu es sûre, Marie, que tu Ça suffit maintenant. Oui, ça me permet de pointer du doigt quelque chose que je voulais dire en début d'émission et j'ai oublié. Si vous êtes observateur, vous avez peut-être remarqué qu'au début, quand j'avais programmé l'émission, je l'avais
appelé Cerner et dépasser l'auto-sabotage. Et après, j'ai un tout petit peu modifié le titre et je l'ai appelé Cerner et dépasser nos auto-sabotages. D'abord parce que, comme je le disais, il y en a plusieurs formes. Et aussi parce qu'il y avait une notion qui me semblait vraiment importante à souligner, c'est la notion de responsabilité. Moi, j'ai vraiment compris maintenant que tout ce qui m'arrive, tous ces, comme je disais, hein, cet effet miroir, c'est moi qui l'ai attiré. Et c'est vrai que pendant longtemps, quand on me disait ça, c'était un truc qui me faisait bondir parce que je voyais pas pourquoi je devais me sentir responsable de toutes les calamités qui m'arrivaient dessus, apparemment sans lien direct avec moi. Et pourtant, c'est vraiment quelque chose que j'ai pu constater. Plus je m'octroie de liberté, plus je m'octroie d'amour, plus je m'octroie d'espace en fait pour être moi-même, et moins justement ces autosabotages se manifestent. Donc il y a bel et bien une part de responsabilité, et je pense que le premier pas de la guérison, c'est vraiment ça, c'est de reconnaître que souvent l'autosabotage il vient de soi, et que la solution elle ne peut venir que de soi. On peut aller voir tous les coachs, tous les thérapeutes, tous les énergéticiens, tous les amis et toutes les âmes compatissantes qu'on veut. Si à l'intérieur de soi on n'est pas prêt à changer, si on n'est pas prêt à désamorcer ce mécanisme, de toute façon, l'univers, finalement, va continuer à nous renvoyer le même message jusqu'à ce qu'on accepte de s'en occuper. Clairement. Voilà, et ça, je trouvais que c'était vraiment important de le rappeler. Parce qu'effectivement, c'est vrai que souvent, toujours avec ce côté, mon ami le psychodrame, hein, il y a ce truc, la vie ne m'aime pas. Mais en fait, non, c'est pas la vie qui ne m'aime pas. C'est pas l'extérieur qui est hostile, c'est pas mon patron, c'est pas les hommes politiques, c'est pas la société. C'est moi, en fait. Tout part de moi et de ce sur quoi je choisis de mettre l'accent dans ma vie, ce sur quoi je porte mon attention. Comme l'a dit Rémi avec son exemple du truc qui l'agaçait dans la voiture, je peux choisir de me calmer avant d'arriver à ma soirée et de passer une bonne soirée, ou je peux choisir d'y arriver énervé et de mettre avec moi toutes les conditions pour que ma soirée se passe mal. C'est vraiment de l'ordre de ma responsabilité. Ça, je crois que c'est vraiment un truc qui est très, très important à dire, même si ça fait pas plaisir. Hein, et je le dis vraiment en toute sincérité. Moi, pendant longtemps, c'est une phrase que j'ai pas pu entendre. Tu vois, il y a eu une fois comme ça, quand tu parles de ça, j'étais à Auxerre, je voulais m'acheter un nouveau téléphone, un Samsung Galaxy S8 et puis un casque de VR. Donc je vais dans une grosse boutique SFR, je fais la queue pendant longtemps et là ils avaient rien, tu vois, ils avaient ni le casque ni le téléphone. Je dis ah bon bah je laisse tomber. Et puis je rentre chez moi et on va faire des courses du côté dans le nord, du côté de là où j'habite. Et là c'est une toute petite boutique SFR et je repasse devant, je dis ah tiens je vais quand même leur jeter un œil s'ils auraient pas ça par hasard. Et puis, pendant que je fais la queue, là, il y avait je sais pas combien de personnes devant moi, tu n'avais qu'un vendeur, tout ça. Je commence à me dire, ouais, mais je perds mon temps. La dernière fois, j'ai attendu pour rien. Et puis, ça se trouve, ils n'auront pas. Puis, c'est une petite boutique. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? Puis, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce truc? Et puis, est-ce qu'il faut vraiment que je m'achète ça? Putain, putain, putain. Et du coup, je suis en mode négatif, 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 négatif. Donc, bah, du coup, je me rends compte. Je me dis, mais putain, je suis en train de négativer à fond, là. Je me rends compte. Du coup, bah, je dis, alors, ok, bah, j'abandonne ça, j'abandonne cet état-là et puis advienne que pourra. Je vois un peu plus de lumière dans mon aura. Là, il y a un mec qui revient de sa pause. Il prend le groupe qui était devant moi, en fait, qui étaient tous ensemble. Je savais même pas qu'ils étaient ensemble, mais il les prend tous ensemble, donc ça libère d'un coup. Le gars, finalement, qui était pris par le premier qui s'occupait de la boutique, lui, il termine. Donc, lui, il me récupère, le gars. Hazard, il me demande quel métier je fais, et du coup, ça l'intéresse, donc il prend ma carte. Alors, il a le téléphone dans la couleur que je voulais, il a le casque dans la couleur que je voulais. Il me reprend soi-disant un téléphone portable alors que je n'en rends pas. Donc, il m'offre 100 € de réduction sur le casque. Et hasard, pendant 2 semaines, Samsung faisait 30 € de remise sur l'achat du casque et il offrait 30 € de jeu. Donc, non seulement j'ai eu tout ce que je voulais, mais en plus, ils m'ont donné 10 € pour accepter le casque et 30 € de jeu. Donc, en fait, tu vois, c'est toujours. Si tu arrives à basculer, si tu te rends compte de ton autosaboteur, de par quel biais il bouge et que tu le laisses tomber, tu acceptes de lâcher et que tu t'en remets à plus grand, ça, ouf, tu as toutes tes solutions qui se réveillent d'un coup, quoi. C'est totalement l'inverse de ce qui se jouait il y a 2 secondes, quoi. Bah, je vais vous donner un autre exemple exactement dans le même sens, tout frais d'hier. Donc hier soir, je vais passer ma soirée à la piscine et puis je sors dans les derniers. J'y suis allée en nocturne et j'arrive à la douche et j'avais pas mon gel douche. Donc voilà, je suis un peu contrariée. Bon, c'est pas dramatique. Je suis un peu contrariée. Je me dis oh merde, j'ai oublié mon gel douche. Donc il y a Calimero qui commence. Ouais non, j'ai pas. Ah c'est pas de peau. La soirée commençait bien et puis voilà, au moment de la douche, ça foire.
Et puis, je me dis, bon, bah, c'est pas grave, je vais faire comme d'habitude. Il y a toujours des gens qui oublient leur gel douche sur les portes savon. Je vais faire le check. Avec un peu de chance, il y en a bien un où il restera du savon. Et de toute façon, je suis la dernière, donc je peux me servir dans les trucs que les gens ont oubliés. Et puis, alors, pas de chance. D'habitude, il y en a toujours un qui traîne. Là, rien du tout. Donc, Calimero m'en remet une couche. Ouais, non, t'as vu, en plus, aujourd'hui, il n'y a même pas de gel douche qui traîne. C'est vraiment la meuf. Et puis alors presque, mais vraiment un peu comme l'enfant qui shoot de dépit dans son truc en disant ouais bon allez de toute façon maintenant la soirée est foutue, tant pis, et ben je vais me rincer à l'eau puisque c'est comme ça. Je vais dans la dernière douche au fond. Et là, sur le petit porte-savon de la douche, il y avait un petit sac en plastique. Et je regarde dans le sac en plastique, il y avait au moins 10 ou 15 échantillons de trucs cosmétiques. Alors je me dis, oh, bah, c'est des trucs vides. C'est la personne qui... Ouais, c'est encore un con qui les a même pas mis à la poubelle. Et puis en fait, j'ouvre le sac. Ils étaient tous pleins. C'était pas du tout un con qui les avait pas mis à la poubelle. Et alors là, pour le coup, mais sans vous mentir, j'avais le shampoing, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait au moins 5 sortes de gel douche, il y avait la crème pour le visage, il y avait des cotons-tiges, c'était tout juste, il n'y avait pas les préservatifs. C'était vraiment le kit complet. Et du coup, je suis repartie mieux que si j'étais allée dans un magasin de cosmétiques. Avec au moins, je sais pas, je vous dis une bonne dizaine d'échantillons à peine entamés et que je pouvais même pas redonner à quelqu'un puisque de toute façon j'étais la dernière dans les douches, donc la personne c'était sûr qu'elle était sortie et qu'elle était plus dans la piscine quoi. Donc voilà, je suis rentrée, j'avais mon butin de Noël. Et puis pour en revenir à la galerie des portraits, pour revenir sur ce que disait Marie par rapport à son escalier, moi j'en ai un qui se manifeste. Alors en général, c'est avant psychodrame. C'est celui que j'appelle rabat-joie. Donc rabat-joie, c'est vraiment celui qui me coupait dans l'élan, un peu ce que disait Marie. Au moment où je suis tout feu tout flamme, tout enthousiaste, prête à démarrer mon projet, et qui va commencer un peu comme tu le décrivais Marie, à me dissuader, à me demander si vraiment ça vaut la peine de le faire, est-ce que c'est vraiment utile, est-ce que ça va intéresser les gens, puis tu vas vraiment gagner de l'argent avec ça, là, a l'air de dire mais ma pauvre fille, tu crois au Père Noël? Ben ouais, c'est pas de chance, moi j'y crois au Père Noël. Donc il y a rabat-joie, et puis alors en général, moi rabat-joie je le dépasse assez facilement parce que maintenant il est devenu assez familier. Par contre j'en ai un qui m'attend, alors moi c'est pas sur la 3e marche, c'est sur la dernière. En général, je réussis assez bien les étapes. Hein. Je mets en route le projet, je concrétise, je finalise, machin, je dépasse les obstacles quand il y en a. Et puis, alors moi, c'est au moment, je n'ai pas trouvé de nom encore à celui-là, c'est au moment où je vais récolter. Voilà, le moment où normalement, tout va bien, tout est fait, tout ce que je pouvais faire est fait, et je dois récolter le fruit de mes efforts. Et là, crac, il y a toujours un machin. Qui foire. Donc j'avais un exemple, on en parlait tout à l'heure avec Marie. Genre, j'ai envoyé mon livre chez l'imprimeur. Et quand je le reçois édité, je me rends compte que finalement, il y a plein de trucs qui vont pas, que ma maquette est pas correcte, que les couleurs ne rentrent pas comme je les voyais sur mon ordi, que la mise en page est décalée et que bref, il faut refaire tout le livre au moment où moi j'avais prévu de le lancer et de faire la communication. Et en fait, dans ma vie, il y a plein de choses qui se passent comme ça. C'est-à-dire que tout va bien au début, au milieu, et puis c'est vraiment à la fin où ça foire. Un autre exemple très concret, c'est mon accouchement. Je vis une grossesse de rêve, tout se passe super bien. Et puis au moment de sortir le bébé, il s'enroule son cordon ombilical autour de l'épaule. Et moi qui voulais accoucher par les voies naturelles dans la piscine, eh ben, je me retrouve sous anesthésie générale, avec une césarienne. Et puis le bébé sur le ventre. Mais vraiment le truc que j'attendais pas du tout, alors que tout le monde me disait tout se passe bien, le bébé est bien, il est en bonne position. Moi, je suis arrivée à la maternité vraiment zen. Et à la dernière minute, tout part en catastrophe, je vais dire, pour être poli, tout part de travers. Voilà. Et donc, dans ma vie, il y a ce schéma. Ma propre naissance, c'est ça aussi. Donc, je ne sais pas si c'est de là que vient de l'empreinte, mais ma mère arrive à la maternité, tout va bien, et la sage-femme décide non, c'est pas le moment de vous accoucher. Donc, en fait, elle attend trop longtemps, et finalement, après, l'accouchement se passe mal parce que c'est plus le moment. Ma mère a plus les contractions, etc. Donc, dans mon cas, c'est plutôt la phase finale qui est laborieuse, on va dire. Alors, Rémi, c'est quoi, toi, ton seuil sensible, on va dire? Est-ce qu'il y en a un? En général, moi, c'est aussi quand je suis sur le point de tout réussir. Tu vois, je voulais partir de l'armée en 2013. J'avais fait toutes les démarches pour pouvoir quitter l'institution. Je pouvais même profiter d'un contrat en fait d'1 an. J'étais payé toujours par l'armée, mais je pouvais monter ma boîte chez moi, tu vois, libre en fait de ça. Et ça passe toutes les étapes. Et je devais me lancer début janvier.
Et le dernier signataire, en fait, juste avant les vacances de Noël, décide que finalement, non, tu vois, ça pète au dernier moment. Et du coup, tu as tout qui se casse la gueule. Mais à chaque fois, c'était ça au début. C'est tout qui cassait au dernier moment. Et j'avais vu ça dans ma famille aussi. Mon père, par exemple, qui était footballeur pro, enfin, juste avant de signer son contrat pro, il avait fait toute la montée de la JOCR en football. Et il fait tout un tas de démarches et tout pour avancer. Il va pas tarder de signer son contrat et il se fait péter le genou dans un match. Donc, en fait, terminé. Fin de carrière, tu vois, juste avant, en fait. Il y a des fois où on se sabote comme ça. Mais comme je disais, en fait, au final, c'est parce que c'est pas le moment. Parce que finalement, l'armée, en 2013, me lâche pas. Mais en 2014, me laisse partir. Mais en plus, comme je suis pile dans les bonnes périodes, je suis pile au bon moment, je pars avec 14 mois de prime de salaire de départ, net d'impôt. Donc, en fait, si j'étais parti en 2013, j'aurais pas eu ça. Si je suis parti en 2014, j'ai eu ça. Donc, en fait, oui, c'était reculé pour mieux sauter. Mais au final, je le vivais comme un autosabotage. Ça paraît être un autosabotage. Ça pouvait l'être, pourquoi pas, temporairement. Mais c'était, franchement, encore une fois, une vraie bénédiction. Et souvent, moi, c'est au dernier moment. Comme par exemple, là, on disait tout à l'heure, tu vois, l'émission aujourd'hui, d'un coup, je sais pas pourquoi, mais j'en avais ras-le-bol de tout. Je suis en train de me dire, oh, fais chier, je suis fatigué, j'aimerais bien faire un break, j'en ai marre de mon métier, j'en ai marre de ci, j'en ai marre de ça, blablabla. Donc, j'ai laissé passer l'énergie. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, on fait quand même une petite émission sur l'autosabotage ce soir. Est-ce que ça serait pas un petit autosaboteur? Puis de m'en rendre compte et de regarder ça en face, ben, ça a complètement basculé. Puis après, c'était de la joie de vivre et puis à nouveau, un gros coup de boost, quoi. Alors qu'avant, c'était limite, j'ai tout envie de plaquer, de t'appeler et te dire j'annule l'émission, tu vois. Il y a vraiment des trucs qui se jouent comme ça, mais l'important, si vous voulez le voir, c'est vous en rendre compte. Juste assumer que vous êtes en train de le faire et puis à la limite lâcher l'affaire et puis voir si ça va bien marcher quand même ou pas. En gros, on n'est pas à l'abri d'un succès, quoi. Oui, ça me permet de lire une remarque de Sandrine sur le chat que je trouve vraiment importante. Non, c'est pas Sandrine, c'est Luce qui dit responsabilité ne veut pas dire surtout coupable de. Donc évidemment, moi, c'est pas dans ce sens-là que je l'ai employé, mais observer nos processus qui sont très souvent inconscients. Donc effectivement, hein, si on a dans sa famille des schémas, par exemple, de gens qui n'ont pas réussi certaines choses, inconsciemment, on peut aussi ne pas s'autoriser à réussir la même chose. Je repense à un de mes invités qui se reconnaîtra parce que je crois qu'en plus, il voulait voir l'émission, qui me disait, dans ma famille, il n'y a pas d'artiste. Ma sœur et moi, on est les deux seuls à vouloir être artistes. Et en fait, comme on nous a tout le temps répété qu'on n'est pas fait pour être artiste, que dans notre famille, il n'y a pas d'artiste, que artiste, c'est pas un métier, et bien en fait, chaque fois qu'on commence à essayer de s'engager dans notre, à se réaliser en tant qu'artiste, et ben il y a des mécanismes d'auto-sabotage qui se mettent en place parce que justement, en gros, on a intégré qu'on n'est pas fait pour ça, qu'on peut pas gagner sa vie comme ça, ce qui était aussi mon cas au début, puisque moi, j'avais dit dès 18 ans à mon père, je vais être écrivain, et mon père m'avait répondu, en gros, passe ton bac d'abord, quoi. C'est pas un métier, c'est pas. Il me disait, t'es une scribouillarde. Voilà, toi, tu es une scribouillarde. Donc, en gros, ton talent, il est encore à prouver et c'est pas un vrai métier. Et en même temps, je comprends que voilà, c'était son inquiétude de papa qui voulait que j'ai une situation matérielle sécure et qui se disait, si ma fille s'engage sur cette voie-là, comment est-ce qu'elle va en vivre? Voilà, moi, je viens d'un milieu où tous les choix étaient basés là-dessus, sur ça aussi, puisqu'on parle justement des sabotages inconscients. Dans ma famille, en fait, les gens se sont professionnellement tous empêchés de faire ce qu'ils voulaient, soit parce qu'ils pensaient que c'était pas rentable, soit parce qu'ils pensaient que c'était pas autorisé. J'ai aussi une partie de ma famille qui est arrivée, ils étaient immigrés, donc en gros, ils se sentaient pas légitimes dans le pays. Vous savez, ils se faisaient tout petits, puisque déjà, ils étaient bien contents d'arriver dans un pays qui les accueillait, mais ils n'étaient pas de là, donc il y avait ça aussi. Et un autre exemple, c'est par exemple ma maman qui voulait être prof d'italien et à qui on a dit non, l'italien, il n'y a pas beaucoup d'élèves, faites plutôt de l'allemand. Alors qu'en fait, elle n'avait pas du tout envie de faire de l'allemand et elle s'est retrouvée à devenir prof d'allemand pour toute sa vie. Donc c'est vrai que quand moi j'ai décidé de faire ce que j'aime et en plus d'en vivre, j'ai toutes ces croyances-là qui sont remontées et j'avais vraiment l'impression que chaque fois que je vidais une étagère, il y en avait une autre qui me dégringolait dessus. C'était comme des couches qu'il fallait que je dépasse et j'avais vraiment l'impression d'avoir toute ma famille ado qui me disait mais non Sylvie, tu peux pas faire ça, tu peux pas te faire plaisir, tu peux pas faire ce que t'aimes et tu vas pas en plus prétendre gagner de l'argent avec ça et en plus facilement. Et si je décortique vraiment ce truc
du sabotage qui m'empêche de récolter, je pense que derrière, il y a ça. Il y a je ne peux pas récolter parce que j'ai encore pas souffert assez. C'est pas que je m'interdis de récolter, c'est que je me dis je peux pas récolter aussi facilement. Je peux pas récolter grâce au plaisir. Parce qu'en fait, pour récolter, je devrais en avoir chié avant et de préférence chier durablement et quand même bien sévère, quoi. Et ça, je crois que c'est un schéma que Marie, elle connaît aussi par cœur. Je vais lui laisser la parole. Quand tu étais en train de dire ça, j'ai fait mais oui, mais trop. Moi, à chaque fois, de toute façon, à chaque fois que j'ai passé des paliers professionnels, on va dire, à chaque fois que j'ai fait des choses faciles pour moi, je me suis auto-sabotée automatiquement en me disant non mais c'est trop facile, je peux pas me faire payer pour ça, je suis pas légitime. Donc en fait il fallait que je trouve un truc méga compliqué, dur, qui allait me faire un peu souffrir quand même pour que je mérite quand même cet argent que je vais gagner. Beaucoup de préférence. Mais que ce soit vraiment une souffrance. C'est genre ça. si c'est facile, je peux pas demander de l'argent à des gens pour un truc facile pour moi. Alors qu'en fait, c'est complètement idiot, puisque ce qui est facile pour toi, c'est ce que tu fais le mieux, et c'est là où tu as le plus de talent, et c'est là que tu aides le mieux les gens, en fait. Donc, c'est complètement n'importe quoi. Voilà, moi, ça me parle à fond parce que alors, je vous ai parlé de Victimite, qui était donc un personnage très présent dans ma famille. Et Victimite avait une sœur qui était tout aussi présente, et la sœur s'appelait Souffritude. Donc voilà, dans ma famille, il y avait un culte de la souffritude. En gros, plus on souffrait et plus on était auréolé d'une espèce d'aura de martyr. Voilà, dans ma famille, il y avait des gens qui avaient fait la guerre, qui avaient été prisonniers de guerre, qui avaient beaucoup souffert, qui à ce titre avaient droit à des privilèges particuliers parce que justement, ils avaient beaucoup souffert et tout le monde devait être à leur service parce qu'eux, ils avaient vécu des choses tellement difficiles. Donc voilà, il y avait d'un côté Victimite, ma vie est nulle mais je ne peux rien y changer, c'est comme ça, c'est le destin. Et de l'autre côté, il y avait Souffritude qui disait, et puis de toute façon, en gros, on est là pour en chier. Donc le plaisir oublie parce que c'est pas vraiment ça l'incarnation. Et donc voilà, à chaque fois que j'entreprenais des choses pour aller vers ma joie, pour aller vers mon propre plaisir, et ben je les croisais là, le duo sur mon chemin avec avec leur arsenal. Voilà, j'avais d'un côté Victimite et de l'autre Souffritude, et chacune me soufflait dans une oreille. Et c'est pas fini, je peux vous assurer. C'est le barreau d'honneur, en fait. Avant que ça saute, en général, ça se montre super fort, quoi. Oui, ça c'est intéressant aussi à souligner, c'est qu'effectivement, voilà, chaque fois que tu passes une étape, en général, elle t'en remet. Elle te pète à la gueule, ouais. Ah, une espèce d'accumulation, tu vois, comme la chaudière qui est prête à exploser. Ouais. Ouais, c'est ça, ça te pète à la gueule juste avant, en fait. Ça te montre hyper fort. Bah, quand tu veux quitter, moi je sais pas, par exemple, je veux me lancer là-dedans dans la thérapie, bah, au début je suis encore militaire, donc les gens ils te disent t'es dans une secte, c'est n'importe quoi, t'es fou, t'hallucines. Ma famille me dit la même chose, mon père il dit oulala, quitte pas ton métier, c'est la sécurité, c'est bien, t'as un bon poste, t'as des perspectives de carrière. Et puis au final, ben moi j'y crois un petit peu, mais en même temps j'entends tout ça, donc en fait je trouve des raisons de pas le faire, mais ça n'empêche pas que je le fais quand même. Mais plus j'arrive à l'échéance et plus ça se monte, plus je suis en panique. Mais au final, malgré tout, ça se fait quand même. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je gagne 2 fois plus qu'avant, en fait. Donc, ça veut rien dire du tout. C'est que des peurs. Donc, c'est que c'est l'ego qui cherche un moyen de te dissuader de changer. C'est comme, je sais pas, on connaît tous ça, mais on a des amis, je sais pas, ou même nous, à une époque, moi, toutes les filles qui m'aimaient, en fait, je les rejetais. Et toutes celles que je pouvais pas avoir, je courais après, quoi, quand j'étais jeune. C'était ça. Si je pouvais pas avoir, je courais après. Et je les avais pas d'ailleurs, et ça me rendait fou. Et toutes celles qui étaient amoureuses de moi, j'en voulais pas parce qu'on pouvait pas m'aimer. Moi, je m'aimais pas, donc on pouvait pas m'aimer. Et ma zone de confort, c'était la souffrance, donc il fallait que j'en chie. Donc en gros, je reproduisais la souffrance. C'est comme, je sais pas, tous mes amis ou toutes amies, filles ou garçons qui disent, ah bah j'ai rencontré quelqu'un, mais il est trop gentil ou elle est trop gentille. Ah oui. Et ça, c'est parce qu'ils sont habitués à en chier, donc ils vont aller chercher plutôt le salaud ou la dégueulasse de leur côté là pour rester dans la même habitude de Jean-Chi, plutôt que d'aller voir quelqu'un qui va les aimer pour ce qu'ils sont. Ouais, c'est ça. Et d'avoir quelqu'un de gentil, d'attentionné et tout ça, quoi. Alors qu'en fait, ça fait un bien fou de se faire dorloter aussi quand même. C'est cool. Ouais, c'est clair. Moi aussi, oui, on peut avoir aussi ce genre de vas-y Marie, je te laisse. Vas-y. Non, mais tu parlais des relations. Moi aussi, avant de rencontrer mon conjoint actuel, qui est vraiment un amour. Attention, il est peut-être trop gentil, Marie. Non. Et ben, avant, j'attirais crescendo des trucs, mais de plus en plus compliqués.
Je me suis dit, non, mais c'est moi qui ai un problème, c'est pas possible. Et le jour ça, c'est Calimero. Mais le jour où j'ai compris mon mécanisme, alors avant, j'avais beaucoup un mécanisme de sauveuse. Donc, du coup, j'attirais de trucs encore plus compliqués à chaque fois à sauver. Et un jour, j'ai fait, non, mais c'est pas ça la vie, Marie, faut que t'arrêtes. Et le jour où j'ai compris, où je me suis vue le faire, et ben, ça a switché, mais je vais pas dire du jour au lendemain, mais presque en fait. Ça a switché, mais d'un coup, quoi. Bon, il m'a fallu quand même plusieurs années avant de comprendre. Et plusieurs expériences de plus en plus galères, en fait, pour te dire, non, mais là, j'atteins le summum, là, c'est pas possible. C'est quoi le problème? Et ouais, et puis s'autoriser. C'est autre chose qu'on a en commun, alors. J'étais abonnée aussi aux partenaires. Je sais même pas comment les qualifier, aux partenaires, aux situations extrêmes. Voilà. En gros, chaque fois que je ramenais un nouvel amoureux dans ma famille, mes parents s'arrachaient les cheveux en se disant mais c'est pas possible, il est encore pire que le précédent. Ils ont eu tout, ils ont eu les alcooliques, les toxicos, ils ont eu les réfugiés. Alors après, quand je me suis mariée avec quelqu'un qui était Sylvie. Ouais, ça l'a pas été. Là, elle a parlé. Elle a été trop loin, beaucoup trop loin. Je me suis mariée avec un fonctionnaire, je crois qu'elle allait dire ça, et là, là c'était le mot de trop, Sylvie. Ça fait courir ton chien derrière. Oui, c'est clair. Oh. Elle était beaucoup trop loin dans le détail, Sylvie. Il y a un commentaire qui dit « Je rigole beaucoup en vous écoutant, je me retrouve dans tout ce que vous dites. » Ah bah voilà. Nous sommes tous dans le même bateau, on va y arriver. Oui, c'est clair, on passe tous par ça à chaque fois, quoi. Tous, autant qu'on est. Moi, j'ai eu ça aussi avec, par rapport à l'art, par exemple. Là, je prends des cours de dessin actuellement. Et pendant des années, j'ai dit « Je suis nulle en dessin, de toute façon, je ne sais rien faire. » Et en fait, quand j'ai pris mes cours de dessin la première fois et que j'ai fait mon premier portrait, je me suis dit « Ah ouais, merde, je suis capable de faire ça. » Je me suis dit, mais pendant toutes ces années, j'ai fait que de me dire « Je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle, je suis nulle » tout le temps. Ouais. Et finalement, quand je l'ai fait, je me suis dit « Bon, allez, fais-le vraiment, au lieu de dire t'es nulle. » Et ben, le coup, quoi. Révélation, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. N'importe quoi. J'ai, entre guillemets, perdu plein d'années à me dire « Je suis nulle » alors qu'en fait, c'était faux. Oui. Bah, une fois, je voulais faire un concert de chant canalisé. Première fois que je tentais le coup en live, parce que moi, je suis plutôt à voir les gens en direct. Internet, c'est plus nouveau pour moi, tu vois. Mais au final, j'en fais un sur l'île et le jour J, c'est pareil. J'étais en bad total à me dire, mais qui c'est qui va venir me voir mais genre, les gens, ils vont aller voir un mec qui fait mu, genre, il va faire des sons bizarres. Ouais, mais au moins, t'étais sûr d'avoir du son le jour-là. Ouais, non, mais je me disais, mais genre, qui va venir me voir? C'est pas possible. Et au final, jusqu'au dernier moment, c'était vraiment un stress et une pression encore pire que quand je faisais un concert de rock. Hein. Et au final, bah, j'arrive sur place et là, la salle était blindée. Et je pouvais même pas marcher ce jour-là parce qu'elle était remplie, archi remplie. J'ai jamais eu ça, tu vois. J'ai toujours eu des bonus à aller au-delà du blocage ou de la flip totale qu'il y avait à l'intérieur. Parce que sur le coup, c'est clair que c'était panique à bord. Alors, j'ai vu passer une question sur le chat tout à l'heure que je trouvais intéressante puisqu'on parle de ça. Alors, je ne sais plus qui la posait. C'était quelqu'un qui demandait comment est-ce qu'on peut reconnaître qu'on est face à un mécanisme d'auto-sabotage. Donc, quels sont un peu les signes distinctifs qui font que là, on sent qu'il y a un truc où c'est pas nous, en fait, c'est justement un des personnages de la galerie qui est en train de prendre le pouvoir. Donc moi, je sais que dans mon cas, il y a un signe distinctif assez parlant, c'est justement ce côté rabat-joie qui fait que mon énergie s'effondre. C'est-à-dire que j'étais très joyeuse, enthousiaste, créative, machin, et puis d'un coup, il y a un truc vraiment qui coupe cet élan vital, et c'est comme un soufflet qui retombe, vous voyez, ça fait et puis ça redevient tout plat, et puis tout... voilà, une espèce d'énergie de morosité, de tristesse, alors s'il y a victimite, ça peut être aussi la sensation d'impuissance. Hein. Il y a victimite, il arrive avec son gros caillou puis qui m'appuie sur la tête. Mais de toute façon, Sylvie, tu n'y arriveras jamais, tu sais bien, tu n'es pas capable. Puis tu as déjà essayé des fois avant, et puis rappelle-toi combien de fois tu as échoué, pourquoi tu réussirais cette fois-ci, et sans effort en plus. Hein, voilà, il y a un psychodrame. Ah mais il y a du monde dans ma tête, je peux dire. La fille joyeuse et lumineuse, elle a des potes qui lui parlent. Hein. Ouais, donc voilà, moi mon signe distinctif c'est ça. Vous c'est quoi?
Ouais, Vas-y, Marie. Ouais, c'est surtout le discours interne, en fait, dans ma tête, en fait. C'est plutôt... là, quand je disais tout à l'heure, là, pour le dessin, par exemple, pendant des années, j'ai dit, de toute façon, je suis nulle, j'arriverai jamais. Et le fait de dire, je suis nulle, j'arriverai jamais, je faisais pas l'action, en fait. Pour moi, c'est plus le discours négatif qui va me paralyser dans mon action. Et du coup, et la perte, pour te rejoindre sur ça aussi, de la perte de la joie. Donc, la joie, elle disparaît. Du coup, le discours, il devient de plus en plus négatif. Donc, du coup, vu qu'il devient négatif, il y a je suis paralysée. Et du coup, inaction. Et là, drame. Alors maintenant, je pars plus dans des dramas. Ça y est, depuis que j'ai détecté le dernier gros autosaboteur là, sur son escalier. Avant, il y avait drama. Tout devient un drame. Pleure. De toute façon, j'arriverai jamais. Ah, tu vois, psychodrame, tu le connais bien aussi. Voilà. Donc, depuis que j'ai détecté la dernière fois, la suite à mon article, ça ne m'est pas re-arrivé. Ce truc dramatique, genre, mais les larmes. De toute façon, ça sert à rien tout ce que je fais. Je vais faire caissière sur Intermarché. Alors là, quand je dis je vais devenir caissière sur Intermarché, là, c'est une alerte vraiment très importante qui me dit là, je suis allée trop loin. C'est un peu comme quand moi je dis si c'est comme ça, je reprends un poste à l'Éducation nationale. Ouais, voilà, c'est un peu mon ultimatum aussi. Donc là, c'est le côté vraiment drama. Mais là, depuis que j'ai détecté le dernier gros autosabotage, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas qui vont venir, hein, le côté drama est parti. Ça ne m'arrive plus. Mais c'est là que, comme on le disait, on voit que les stratégies des fois sont perverses parce que de toute façon, quoi que tu fasses, en général, le renard, comme l'appelle Jérôme, et c'est lui d'ailleurs qui explique ça très bien dans une de ses vidéos, quoi que tu fasses, il va te le reprocher. C'est-à-dire que si tu le fais et que tu rates, il va te le reprocher. Et si tu le fais pas, il dira, mais de toute façon, tu vois, t'es même pas capable, t'as même pas essayé. Donc de toute façon, quoi que tu fasses, le choix que tu vas faire, c'est le mauvais. Et il va pas te donner son approbation puisqu'il est là justement pour te dégommer. Et il y a la Pardon, Rémi. Non, vas-y, t'inquiète. C'est juste ça, vas-y. On va y arriver. Vas-y, Marie, t'inquiète. Bon, arrêtez de vous entre-saboter, là, ça suffit. Marie. Il y a celui qui compare aux autres aussi. Le fait de je me compare à par exemple, là, je suis en train de finaliser mon livre. Donc là, en ce moment, j'ai reçu un livre de quelqu'un qui l'a écrit, machin. Ah ouais, non, mais elle a mieux réussi que moi. Et puis, si je fais pas aussi bien, et puis ça se trouve, mon livre à côté de son livre, ça va être nul. Voilà. Il y a celui-là aussi dans la comparaison à l'autre, en fait. Donc là, celui-là, je dis non, je t'ai vu. Alors, je continue parce que j'ai déjà eu du courage de faire mon livre. Alors, du coup, le truc pour le passer au-dessus, c'est aussi de voir les côtés positifs de tout ce qu'on a déjà fait. Et là, en ce moment, je suis, Marie, tu as quand même accompli tout ça, tu es courageuse. Voilà, je me dis des paroles bienveillantes pour le dégager. C'est là qu'on voit aussi le côté absurde aussi de tous ces personnages, parce que franchement, vu le nombre de livres qui existent sur le marché, qui va s'amuser à aller comparer, à part toi, ton livre et le livre de cette personne? Franchement, qui va avoir les deux sur sa table et en plus s'amuser à les comparer? Ça, c'est comme, je sais pas, le jour où vous vous trouvez mal coiffé, où vous avez un bouton ou je sais pas quoi, un vêtement qui vous boudine et vous avez l'impression qu'on ne voit que ça, mais en fait, il n'y a que vous qui le voyez. La plupart des gens, ils vont même pas le remarquer, c'est juste dans votre tête. Clairement. Il y a plein de trucs. Hein. Je sais pas, admettons dans ta journée, tu as eu 1 heure où tu as eu que des couilles. Tu as ton pneu qui crève, tu as des emmerdes, tu as une mauvaise nouvelle au téléphone, tu as un truc qui s'annule, tu sais pas quoi. Puis pendant 1 heure, c'est mon Dieu, mais pourquoi vous m'en voulez mais là, autant? Moi, j'ai Calimero, c'est bon. Hein. Il applique aussitôt. Faut quand même pas oublier que tu as eu quand même dans ta journée finalement 23 heures de cool quand même. Quoi. Je veux dire, tu as eu 1 heure d'emmerde, oui, mais 23 heures de cool. Donc, c'est essayer de prendre du recul sur tout ça. Mais c'est clair qu'à chaque fois que ça va se montrer, ça va être juste fort. Ça va être, je sais pas, tu veux parler et puis tiens, on te coupe la parole et puis une fois que tu as enfin la parole, tu te rappelles même plus de ce que tu voulais dire, tu vois. Ou tu bafouilles, peut-être. Tu bafouilles et tu deviens tout rouge. T'as le micro qui s'éteint, enfin, tu vois, c'est marrant, mais c'est que des trucs comme ça. Donc, en fait, ce qui va se montrer, soit il va se passer un truc direct, tu as une panne technique, tu as un truc qui va arriver fort. Soit tu as de l'argumentation, la voix qui te dit oui, mais non, absolument pas, tu ne le mérites pas, tu le sais très bien, tu ne le mérites pas. Tu sais que tu es nul, tu es laid, et en plus tu sens mauvais. C'est que des trucs argumentés et qui vont te critiquer. Donc en fait, au bout d'un moment, tu t'en rends compte et tu t'amuses avec ça. Quoi. Tu fais tout l'inverse de ce que ça te raconte. Mais à chaque fois, tu as toujours ça, à chaque fois. Surtout quand tu fais quelque chose qui te tient à cœur.
Ouais. C'est un peu les mécanismes. Tu sais qu'en fait, tu as un peu gagné, quoi. C'est comme, je sais pas, un fou qui se demande s'il est fou, tu sais qu'il l'est pas. Bah, toi, si tu es en train de te critiquer, de dire t'es nul, t'es mauvais, tes trucs, t'es sûr qu'en fait, tu es sur le point de réussir ce que tu voulais faire. C'est plutôt bon signe, finalement. Quand je Voilà, vois c'est vrai que je trouve que l'auto-saboteur, je me dis yes, je vais y arriver, en fait. voilà, la première étape, c'est pour ça que j'avais parlé de cerner les autosabotages. Effectivement, je crois que la première étape, c'est d'identifier qu'on est face à un de ces processus, même si on ne sait pas encore bien lequel, que là, on n'est pas dans sa véritable nature et qu'il y a quelqu'un, il y a un personnage qui a pris le pouvoir et qui est en train de nous manipuler. Et comme on le disait, ça peut être vraiment. Alors là, c'est des cas assez ouverts quand ils vous critiquent. Quand il dégomme, il vous déstabilise. Bon, ça peut se repérer assez facilement en fait. Mais je prends un cas par exemple par rapport à l'argent. Ça va bien parler à Marie aussi, je suis sûre. Quelquefois, on ne s'autorise pas à fixer des prix au-delà d'un certain seuil parce que justement, on pense qu'on ne mérite pas plus. Donc là, c'est pas un mécanisme conscient où on est en train de se dire je suis nul. C'est juste se dire bon bah ce produit-là ou ce service-là ou cette photo-là, par exemple, pour Marie qui est photographe, je me vois pas la vendre plus de temps. Et puis voilà, on ne sait pas pourquoi, on fixe ce seuil et on estime que la photo, elle peut pas valoir plus. Au point que si une personne nous en propose plus, eh ben on est presque gêné. Marie, j'aimerais bien par exemple que tu nous parles de ton cas de conscience avec les devis, parce que je trouvais que c'était super parlant l'article que tu avais fait là-dessus. Ton syndrome de culpabilité chaque fois que tu devais faire un devis. Ouais, j'ai fait un article sur ça récemment parce que du coup, je me suis rendu compte que je n'avais plus peur d'envoyer des devis. Alors, j'en envoie rarement parce que maintenant, mes prix sont assez clairs sur mon site, mais il y a une époque où j'étais un peu dans la bataille, est-ce qu'on met les prix sur notre site, est-ce qu'on met pas les prix, enfin, c'était la galère. Et du coup, je me suis rendu compte que quand j'étais pas au clair avec ça, dès qu'on me demandait un devis, mais genre, j'étais en panique. C'était, ah ouais, non, mais là, ouais, mais non, mais du coup si je gagne, non, mais là, je gagne pas grand-chose. Ouais, mais du coup, s'ils n'ont pas les sous, ils vont pas pouvoir me payer. Et puis, non, mais là, c'est prétentieux quand même. Si je mets ce prix-là, je peux mettre ce prix-là. Non, c'est pas possible. Et ça peut durer des heures, voire des semaines, ou bah, pas des semaines, parce qu'il faut que même que tu envoies le devis, mais ça peut durer des jours entiers à te prendre la tête. Et je connais encore, j'ai des amis qui sont aussi dans ce truc-là, et je leur dis, non, mais c'est facile, tu fixes. Maintenant, je leur dis, non, mais tu fixes ton prix, point barre. Alors que maintenant que je suis au clair. Mais moi, j'ai été dans cette situation-là avant et j'étais en angoisse totale dès que je devais faire un devis. Mais j'étais, genre, j'avais la boule au ventre. Là, ouais, du coup, pourquoi je vais passer? Et puis après, il y avait quand j'envoyais enfin le devis, il y avait, alors, soit on me le refusait, bon, bah, si on me le refuse, ah, mais c'est parce que tu es trop cher, tu te prends pour qui à prendre ce tarif, machin. Ou si on me disait oui tout de suite, par exemple, j'étais là, non, j'aurais dû demander plus. Finalement, ça se trouve, je me suis bradée. C'est pour ça qu'ils m'ont dit oui tout de suite. Enfin, et là, tu as tous les trucs. Tu te dis, mais pourquoi? Alors, mais là, ça me fait rire. En fait, il y a quelqu'un qui est content là sur le chat qui dit c'est rempli d'humour. Mais en fait, maintenant, c'est marrant en fait de te dire, mais pourquoi je me suis fait des nœuds dans le cerveau à ce point-là? C'est juste pas possible. Et ce qui fait qu'au moment où j'ai été au clair sur mon tarif, la première fois que j'ai vendu, alors j'ai un tarif à la demi-journée, la première fois que je l'ai vendu, ça a été tellement facile, je me suis dit non mais c'est pas possible, la personne elle a pas compris. Et en fait ça a été d'une fluidité extrême. Là, ça s'est fait, mais j'ai reçu un mail, on a eu un appel téléphonique. Mon prix elle savait déjà parce qu'il était sur mon site internet et j'étais là. Mais c'est quoi il doit y avoir un problème, c'est pas possible. Pourquoi elle me dit elle est OK aussi facilement? Enfin, c'est une personne qui avait un coup de cœur et on a travaillé ensemble. Et d'ailleurs, cette personne-là, normalement, je demande toujours la moitié avant, la moitié quand j'ai fait le travail. Et là, elle dit, oh, je te paye tout d'un coup, ça me saoule de faire 2 virements. Mais c'était hyper facile. Et du coup, j'étais là, non, mais ça peut pas être aussi facile, c'est pas possible. Je cherchais une embrouille, quoi, alors qu'il n'y en avait pas. Et c'est assez drôle, ouais. Et je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont peur de ça, des prix et tout. Ouais. Pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur les signes distinctifs, c'est vrai que moi, un des signes, justement, souvent il y a un truc d'auto-sabotage, c'est quand ça n'est pas fluide. On a parlé de la joie. C'est vrai qu'en général, quand je suis vraiment alignée avec ce que je suis en train de faire, sur mon chemin, il n'y a pas d'obstacle, ou s'il y en a, je vais vraiment les aborder avec légèreté, avec humour, avec tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Et en fait, là où souvent je commence à m'auto-saboter, c'est quand il y a un os, alors déjà c'est pas fluide, et au lieu justement de rajouter de la fluidité là où il en manque, je vais faire appel à un de ces personnages complètement raides, victimides, souffritude et autres balais dans le qui vont
qui vont ne faire que rajouter de la rigidité là où il y en a déjà trop. Et là, en général, ça me montre que justement, toujours par cet effet miroir, qu'il y a un mécanisme que j'ai pas encore dégommé et sur lequel il faut que je travaille, quoi. Voilà. Ouais, j'ai eu le cas avec la maison que j'ai là. On avait déjà rigolé avec ça, Sylvie aussi. Avant, j'avais une plus petite maison à Lille et la propriétaire de notre maison décède. Donc, du coup, les fils veulent la vendre et nous, on n'a pas de quoi acheter encore une maison. Du coup, il faut qu'on s'en aille. Donc, déjà, on cherche une maison. On trouve au pendule, c'est avec ma femme, chacun notre tour, la maison dans laquelle on est aujourd'hui. Mais quand on arrive sur place, elle coûte 980 € sans les charges par mois. Elle fait 180 mètres carrés, ça nous paraît trop grand, ça nous paraît comment on va faire pour la meubler, et puis comment on va faire pour déménager, et puis comment on va faire pour ceci, pour cela. Et puis si j'accepte, comment elle va vouloir accepter, ça fait même pas 2 ans que j'ai mon entreprise, je vais pas être solvable, et comment je vais faire. Puis au final, quand j'arrive, je lui dis mon métier, elle me dit « Oh super, j'adore, alors je vais vous donner du boulot, parce que moi j'adore ça, le développement perso, l'énergétique, nana. » Elle dit « Mais je veux quand même des garanties, hein, mais par contre, quelle couleur vous voulez sur les murs, parce qu'on est en train de refaire les murs. » Donc, en fait, c'était oui, je veux des garanties, mais en même temps, elle était déjà complètement OK pour nous laisser la maison, donc ça s'est fait tout seul. Ma mère, hasard, nous a proposé d'elle-même d'être garante. J'ai fait un salon du bien-être. Il y a une ancienne collègue de l'armée qui m'a redonné son numéro en m'envoyant sur place. Et elle m'a dit le lundi que je lui ai envoyé un SMS en lui demandant si j'avais peut-être le droit à un déménagement dans les 3 ans suite à mon départ de l'armée. Et puis elle me dit oui, effectivement, tu as le droit à un déménagement dans les 3 ans et c'est moi qui fais les dossiers. Donc en fait, si tu veux, tout s'est bien enchaîné. La maison, je l'ai eu, il n'y a pas eu besoin de papier. Le déménagement, ça s'est fait tout seul parce que la personne qui s'en occupe m'a rencontré sur un salon. Donc au final, j'ai eu tout qui a déroulé en fait. Donc en général, c'est vraiment ça, c'est vraiment du sabotage, des peurs, des trucs. Mais en réalité, le truc, c'est qu'on mérite tous. Et que oui, effectivement, il y en a une qui disait tout à l'heure que dans les commentaires qu'on n'est pas obligé de se jeter dans le vide non plus. Mais on peut le faire aussi, pourquoi pas? Ou on peut faire des étapes. Je sais pas, par exemple, j'avais peur du vide à une époque. Et j'avais essayé de faire un manège petit, et puis j'avais fait demi-tour, j'avais pas réussi. Et puis mon père avait essayé de m'emmener dans une montagne russe, et j'avais encore eu peur, donc j'avais quand même fait demi-tour après avoir fait la queue. Finalement, j'ai accepté de le faire un petit peu plus tard, et j'ai aimé ça. Et du coup, j'ai voulu le faire 3 fois, et puis j'ai adoré, jusqu'à faire un saut élastique plus tard, que j'ai adoré aussi. Donc en fait, en général, derrière nos peurs, on a nos plus grands trésors et on a nos plus grandes forces, mais on n'est pas obligé d'aller les dépasser tout de suite, effectivement. On peut se mettre des étapes, quoi. Mais en gros, faites l'inverse de ce que ça vous raconte, hein. Bien souvent, vos blabla intérieurs, c'est totalement illusoire et c'est pas du tout ce qu'il faut écouter, quoi. Clairement pas. Et en plus, cette stratégie un petit peu, comment dire, extrémiste, ça peut faire partie de l'autosabotage. C'est-à-dire que ça peut être aussi une stratégie de l'autosaboteur de vous mettre la barre tellement haut qu'effectivement, vous allez vous mettre en danger et vous faire rater. Alors que si finalement, vous vous donnez le droit d'y aller petit à petit, à votre rythme et dans le respect de vous, vous avez beaucoup plus de chances d'y réussir. Mais ça peut être aussi une de ces stratégies sournoises de vous dire, si tu veux réussir, vas-y, jette-toi dans le vide, un peu comme la tentation de Jésus au désert, là où Satan vient le tenter et lui dit, vas-y, hein, jette-toi. Et justement, Jésus refuse. Donc, ça peut être aussi une de ces stratégies pour vous faire échouer, de vous mettre un défi tellement haut, tellement grand que ça va au contraire, vous faire un croche-pied, vous empêcher d'y aller au rythme qui serait le vôtre. Et effectivement, vous n'êtes pas du tout obligé de vous mettre en danger pour dépasser vos autosabotages. La première phase, effectivement, c'est de les identifier, de les cerner. Et après, le dépassement, ça se fait aussi dans le respect de vous. On en parlait avec Rémi, on a animé ensemble récemment un atelier sur l'auto-guérison. Et j'y repensais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des mécanismes inconscients qui sont en nous et qu'on ne peut pas lever d'un coup parce que soit ils sont très profonds, ces mécanismes qui peuvent être engrammés en nous depuis plusieurs lignées, et donc ça ne va pas se défaire d'un coup. Et il y a en fait, l'image qu'on m'a donnée aujourd'hui, c'est un petit peu comme l'image d'une croûte sur une plaie. Vous savez, quand vous avez une blessure, si vous avez une croûte qui sert en fait à la blessure à se refermer, à cicatriser, et que vous essayez de l'arracher d'un coup avant que ça soit cicatrisé, en fait, vous allez juste vous recréer une autre blessure, ça ne va pas aider à guérir. Donc, quelquefois, il faut avoir la patience de supporter cette croûte pas belle qui gratte un peu. Donc, symboliquement parlant, c'est justement ce processus d'auto-sabotage qui vous enquiquine.
Donc moi, j'ai parlé tout à l'heure des membres de ma famille qui s'étaient pas autorisés à vivre professionnellement de ce qu'ils aimaient faire. Et je racontais dans cet atelier avec Rémi sur l'auto-guérison que depuis presque 2 mois, j'avais mon épaule gauche qui était bloquée et que malgré toutes mes capacités d'auto-guérison, je butais sur ce truc et je n'en venais pas à bout. Donc évidemment, j'avais Psychodrame et Calimero qui renchérissaient le truc en disant « Ouais, mais non, tu n'y arrives pas, tu es vraiment nul. Et puis attends, c'est n'importe quoi. Tu fais un atelier sur l'auto-guérison, tu n'es même pas capable de te guérir toi-même. C'est quoi? T'es pas crédible. » En gros, t'es un clown, quoi. Et en fait, par derrière, j'avais une autre voix qui me disait, mais non, regarde d'où tu viens, regarde la profondeur de cette mémoire. Et c'est ce que je dis dans le texte que j'ai publié ce matin, qui s'appelle « J'ai déplacé quelques montagnes ». J'étais en train de déplacer carrément une chaîne himalayenne dans mon histoire familiale, parce que personne, que ce soit du côté paternel ou du côté maternel, ne s'était donné le droit de faire ce qu'il aimait et d'en vivre. Donc voilà, quelquefois, ces verrous qui sont lents à sauter, ils vous disent aussi la profondeur, la gravité de la blessure et que vous avez le droit, que ça demande du temps, vous avez le droit de vous donner du temps pour en venir à bout. C'est pas que vous êtes nul, c'est pas que vous n'êtes pas puissant. Et là aussi, c'est pas de vous comparer aux autres qui peut-être ont réussi plus vite que vous, qui doit être le critère de réussite ou pas. Peut-être que cette même difficulté, d'autres personnes ne la vivent pas de la même façon que vous. Ils n'ont pas le même héritage familial. C'est peut-être quelque chose qu'ils ont déjà résolu dans d'autres vies. Ils ont peut-être d'autres atouts. Et inversement, ils peuvent être plus vulnérables et moins efficients dans d'autres domaines où vous allez pouvoir réagir très vite. Donc, quand vous êtes comme ça face à un truc qui résiste, moi, le choix que j'avais choisi de faire, même si ça m'énervait et même si j'avais Calimero, Victimite et tous les autres sur le dos, c'était de me dire, je vais en faire un moyen de stimuler ma créativité. Puisque mes moyens traditionnels ne fonctionnent pas, je vais en inventer d'autres. Et donc, j'ai continué à chercher, un peu comme un chercheur scientifique qui essaye de créer des nouvelles technologies ou des nouvelles thérapies. Et je suis contente parce que petit à petit, je retrouve la mobilité de mon épaule et je redécouvre aussi tous les gestes que je peux faire quand elles fonctionnent. Et ça me donne aussi beaucoup d'amour pour mon corps qui, au quotidien, m'offre cette fluidité que là, pour le coup, j'ai pu et dont je me rends compte de tout ce qu'elle m'apporte. Voilà. Bah, un truc qui m'aide bien perso, c'est la gratitude. En gros, pour prendre du recul. C'est si je regarde, je suis en train de me battre avec un truc, tiens, aujourd'hui j'en ai marre, ou ceci, ou je sais pas, peu importe ce qui passe, bah, j'essaye de regarder tout ce qu'il y a eu de bon jusqu'à maintenant, tout ce que j'ai réussi à faire, ce que disait Marie tout à l'heure, tout ce que j'ai déjà réussi à mettre en place, tout le courage que j'ai déjà eu de faire ceci, de faire cela, et de me rendre compte de la chance finalement que j'ai déjà et du confort que j'ai déjà avant de redemander encore à nouveau donnez-moi ci, donnez-moi ça en fait. C'est d'être aussi dans la gratitude et de se rendre compte de ce qu'on a parce que souvent on focalise tellement effectivement sur un truc qu'on en fait, comme tu disais tout à l'heure Sylvie, une montagne d'un grain de sable. Ben oui, c'est ça. C'est prendre du recul, regarder ce qui se passe, pour quelles raisons je fais les choses, est-ce que c'est le bon moment, des choses comme ça. Enfin bref, il y a aussi, c'est pas un ennemi en fait mon saboteur finalement. Je le vois plus comme un ennemi en fait. Il me montre que y a quelque chose qui saute, ou alors il m'invite à prendre du recul. Donc il y a pas mal de choses, mais en général, franchement, je le dis maintenant, c'est plus un coup de main. Tout est un coup de main en fait. Il n'y a pas vraiment de truc méchant en fait. Je le vois plus du tout comme ça. Ouais, oui, c'est bien que tu le dises parce que je vois sur le chat, il y a Sandrine qui dit autrement dit, il faut lutter contre petite voix. Donc non, il ne faut pas lutter. Il faut lutter au sens ne pas la laisser prendre le pouvoir, ne pas se faire à croire ce qu'elle essaye de nous bourrer dans le mou, hein, comme a dit Rémi. C'est passer outre, mais pas justement avec une énergie de lutte, parce que justement, comme on l'a dit, ça peut être très sournois et que de toute façon, que vous réussissiez ou que vous réussissiez pas, elle va retourner le truc contre vous. Donc, plus vous allez être dans la lutte, plus ça va alimenter ce côté agressivité ou dualité et renforcer en fait renforcer l'obstacle au lieu de l'aborder avec gratitude. Ou alors moi, une de mes stratégies, c'est l'humour. Voilà, comme je vous dis, je me suis créé cette galerie de portraits et puis quand il y en a un qui surgit, voilà, je sors sa carte du jeu de cette famille. Je dis tiens, c'est Calimero. Tiens, c'est lui. Tiens. Voilà, puis à force, je commence à les connaître avec leur petite stratégie, mais j'en découvre tous les jours. Ils sont très inventifs eux aussi. Ouais. Mais c'est vrai que du moment où je réussis à en rigoler, c'est un peu comme pour désamorcer une dispute ou une crise. En général, je sais que si je réussis à en rigoler, c'est déjà un premier pas vers la résolution de la crise. Tandis que si je continue à être dans l'affrontement, dans le ça m'énerve, mais des fois, il faut aussi en passer par là. Ça fait partie du processus de guérison, d'être irrité contre ça et de passer justement par les phases Calimero et compagnie.
Ouais, l'humour, ça aide beaucoup quand même. Et aussi, alors moi j'ai remarqué alors ça fait longtemps que j'ai pas fait cet exercice, mais quand j'avais des mécanismes qui se répétaient vraiment très 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 souvent et que j'en pouvais plus, j'en avais marre, ce qui m'a pas mal aidé, c'est de écrire une lettre. Alors j'avais déjà écrit une lettre à ma peur, écrit une lettre à mon auto-saboteur en lui disant, bon alors je sais que tu es là, que tu veux me protéger, mais maintenant, je sais plus comment j'avais tourné le truc, mais en fait, ça m'avait fait vachement. Je les ai publiés publiquement sur mon blog, si on met recherche lettre à ma peur ou aussi dans mon article Halte à l'auto-sabotage, j'ai fait une petite partie où c'est comme il y a quelqu'un qui m'avait dit, c'est comme si tu écrivais une lettre à ton auto-saboteur. Et en fait, ça fait un peu ça. En fait, lui, le reconnaître qu'il est là, c'est lui dire, bon, bah, je te reconnais que tu es là. Je sais que tu ne veux pas de mal, tu fais ça pour me protéger parce qu'en fait, le mental, il a peur, hein, donc il fait des barrières mentales de ouf. Et bon, bah, et faire tout ce qu'on a à lui dire. Et à la fin, bon, bah, écoute, maintenant, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Bah, je sais pas, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais franchement, d'écrire ce genre de lettres, moi, ça m'a vachement aidé à des moments où vraiment j'en pouvais plus, quoi. Là, en ce moment, je ressens pas le besoin, mais Oui. voilà, ça peut être. Je sais pas si vous avez déjà fait ça, vous, écrire une lettre à votre peur, à votre auto-saboteur. Bah, ça te permet de pas lutter contre, en fait. Ouais, Ouais, voilà. Je tu sais que tu es là, mais maintenant, tu m'as me lâché la grappe, s'il te plaît. plus vite que ça, quand même. Alors moi, j'écris pas de lettre à ma peur, mais je peux répondre à la personne qui posait la question et comment faire quand l'auto-sabotage arrive à aller tellement loin qu'en fait, ça vient à se manifester jusque dans le corps physique. Donc, j'ai parlé de l'exemple Ouais. avec mon épaule. C'est vrai que quelquefois, il peut être tellement harcelant et tellement insistant que ça va aller s'engrammer jusque dans le corps physique. Donc, moi, dans les cas-là, ce que je fais, c'est pas que j'écris à mon auto-saboteur, c'est que je vais parler avec la partie de mon corps physique qui est atteinte et lui demander ce qu'elle a à me dire. Parce que comme la vie, comme ce dont on a parlé avec l'effet miroir du monde, je pense que le corps est aussi un excellent et très fidèle révélateur de tout ce qui nous habite, comme peur, comme angoisse, comme tristesse, etc. Et donc là, avec cette épaule qui bloquait, donc c'était à gauche, donc j'ai compris que c'était lié à ma lignée féminine. Le bras, pour moi, c'était vraiment lié à l'idée de manifester, de concrétiser. Et puis, j'ai regardé aussi tous les gestes que ça m'empêchait de faire, justement. Donc, je ne pouvais plus épauler, je ne pouvais plus porter. Donc, j'ai compris que comme Marie, il y avait des choses aussi qui étaient en lien avec mon côté sauveur dans cette histoire d'épaule, que je ne voulais plus porter, je ne voulais plus sauver, je voulais plus porter les valises des autres. Et puis, il y avait aussi que je ne pouvais plus lever le bras. Donc, je pouvais plus. C'était comme si je pouvais pas me manifester. Vous voyez, lever le bras, c'est prendre la parole, c'est oser être un leader aussi. Les leaders, ils avancent comme ça, le bras levé. Et je pense que ça me disait aussi, tu n'oses pas te montrer, tu n'oses pas te positionner en leader, tu n'oses pas t'exprimer et prendre la parole quand tu pourrais le faire. Voilà, donc regarde peut-être qu'est-ce qui est empêché dans ta vie par le fait que cette partie de ton corps soit malade. Est-ce que c'est que tu peux pas digérer? Est-ce que c'est que tu peux pas marcher? Quel est l'empêchement qui est exprimé? Et après, demande à ton corps. Moi, c'est vraiment ce que je fais maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Pour t'aider à sortir de cet état. Donc, alors des fois, il va pas me dire des trucs compliqués. Hein. Par exemple, hier, il me disait va à la piscine. Il m'a dit prends des bains. Il m'a dit et effectivement, la piscine a beaucoup amélioré l'état de mon épaule. C'est pas forcément des trucs qui vont venir du mental et qui vont demander là aussi des réalisations impossibles et des défis phénoménaux. Ça peut être simplement, il m'a dit change ton matelas. Donc, j'ai changé le matelas de mon lit. Ça peut être des trucs très très concrets en fait, pas forcément des choses qui vont continuer à alimenter le mental. Voilà, je sais pas si Rémi, toi, tu as d'autres solutions par rapport à cette histoire de guérison du corps physique? Bah, en général, c'est une lutte, hein, je trouve. C'est quand on lutte contre une situation, hein, souvent on cristallise quelque chose physiquement, tu sais. Donc moi, je dirais d'arrêter de se battre déjà, à réussir à accepter la situation. Moi, plutôt que de chercher ce qui bloque, je préfère regarder quel bénéfice j'en gagne. J'y gagne de me générer ça. J'essaie de regarder pourquoi je me le fais vivre en fait, quitte à souffrir autant que ça me serve à quelque chose, quoi. À quoi ça me sert? Et puis je sais pas. Quelqu'un qui disait tout à l'heure, tiens, ma maison, j'arrive pas à la vendre, j'arrive pas à avoir le crédit pour, je me bats contre ça. Peut-être que c'est pas le bon endroit, c'est peut-être pas le bon truc. Ne pas se battre contre une situation. Par exemple, là, elle parle de
anorexique de sa fille qui est anorexique, Sandrine, là, tout à l'heure dans les trucs. Bon, bah, ça peut être déjà que l'entourage réussisse à accepter ça, peut-être aussi, pas forcément se battre contre, que la fille a un problème avec ça, pas lui laisser peut-être le choix, ça dépend de comment on le vit. Regarder ce qu'il peut y avoir derrière, mais peut-être En fait, si je panique, si je me dis que la personne n'y arrivera pas à guérir, si je me dis que la personne n'arrivera pas à guérir, je vais générer le fait qu'elle n'y arrive pas, en fait. Je vais aggraver la situation. Pour moi, la personne, elle a les ressources pour le faire. On peut peut-être lui donner un peu d'espace, on peut peut-être la laisser s'exprimer là-dessus, on peut peut-être pas forcément essayer de la changer à sa place. Enfin, voilà, plein de choses comme ça. Hein. Il y a plein de raisons. Puis, en même temps, là, ce que je dis, c'est complètement général. Il faudrait regarder ça dans le détail. Mais honnêtement, il y a... Bon, allez, je vais schématiser. Il y a des gens, des fois, qui ont mal au coude. Ils vont avoir un problème dans le dos. Il y en a, ça va être un problème d'articulation dans leur façon d'être de tous les jours. Il y en a, ça va être parce qu'ils ont mal à l'épaule dans le fond. Donc, en fait, ils portent quelqu'un et ça tire. Donc, c'est pas forcément au coude. Tout dépend d'où ça vient, en fait. Il n'y a pas de généralité là-dedans. Nous, tout ce qu'on dit là ce soir, c'est un peu des généralités. Puis, on explique nos cas à nous. Mais honnêtement, c'est... généralement, quand ça cristallise, c'est qu'on se bat contre une situation qui dure déjà depuis longtemps, et en général, on sait pourquoi. Et l'anorexie, généralement, je dis bien généralement, c'est un refus un peu de la vie. On cherche à détruire le corps, donc il y a peut-être eu un choc ou quelque chose dans la famille, hein, en général, soit dans la famille, soit dans sa vie à elle, hein, amoureuse, ou je sais pas, un problème avec les parents, enfin peu importe. Il y a souvent un choc quelque part pour l'anorexie. Ouais, souvent, on veut s'effacer, en fait, avec l'anorexie. La personne, elle veut s'effacer un peu. Ouais. Pas prendre de place. Elle croit qu'elle est l'origine d'un problème, peut-être, ou des choses comme ça. Il y a une logique d'autodestruction derrière ça, mais bon. Voilà, donc comme Rémi vous l'a dit, rien n'empêche effectivement de se faire aider pour identifier, d'une part, la chose ou le processus qui vous sabote si vous n'y arrivez pas tout seul, et puis surtout pour reprogrammer. Parce qu'effectivement, identifier ce qui vous sabote, c'est une chose, mais si vous ne savez pas par quel schéma positif, par quel mouvement vous remettre un peu dans le courant de la vie, ça va pas suffire de déprogrammer. Après, il faut aussi rebasculer dans le positif, et c'est en ça que ça peut être utile. Effectivement, j'ai vu que Rémi parlait sur le chat d'auto-hypnose ou d'autres méthodes. Il y a plein de méthodes énergétiques maintenant qui permettent ça. Il y a les cryptes de cristaux qu'on propose régulièrement avec Franck qui peuvent permettre de désamorcer ça. Je pense aux ateliers qu'on propose avec Laurent Chausson, les activations sacrées, qui ont aussi pour but justement de défaire en douceur toutes ces croyances limitantes et pour les remplacer par des schémas plus proches de notre vraie nature, de notre nature essentielle. Voilà, il y a toutes les thérapies énergétiques, il y a toutes sortes d'outils. On a la chance vraiment de vivre à une époque et dans un environnement culturel où il y a maintenant beaucoup de choses qui sont proposées, même gratuitement. Hein. Il y a plein de trucs qu'on trouve sur le net. Après, usez aussi de votre discernement et allez vraiment vers ce que vous sentez juste pour vous. Parce que forcément, comme il y a beaucoup de choses, tout ne correspond pas à tout le monde. Donc, c'est vraiment à vous d'aller vers ce qui vous correspond le mieux. Par exemple, je sais pas, le sauveur peut être aussi un autosaboteur, le sauveur. Parce que, par exemple, on voudrait que la situation s'améliore, mais si je veux sauver l'autre, je l'empêche de récupérer son pouvoir, je l'empêche de se responsabiliser, et je crois, et je me place comme celui qui sait mieux ce qui est bon pour la personne que moi. Par exemple, moi, j'ai voulu aller jusqu'à me tuer, donc heureusement que mes parents m'ont laissé finalement aller jusque-là pour que je me réveille, quoi. C'est con à dire, mais c'est vrai, j'avais besoin d'aller jusque-là pour me réveiller et pour changer. Donc, qu'est-ce qui me dit que la personne n'a pas besoin de tomber des fois de ça? Je donne un dernier exemple là-dessus. Vous voulez, par exemple, apprendre à un enfant à calculer les maths. Si vous remplissez tous les résultats sur sa feuille, il apprend que dalle. Alors, il sera content sur le coup, il dira super, j'ai bien fait, enfin, mon taf est fait. Là, l'instit ou le prof va dire bah, génial, très bien, tu as bien compris, mais dans le fond, il n'y a que dalle, en fait. Donc, s'il y a besoin des fois de passer par un peu de souffrance, il faut aussi, entre guillemets, lâcher prise, donc accepter que ça guérisse ou que ça guérisse pas, par exemple, pour l'autre. Lui laisser de l'espace. Je prends souvent l'exemple des lunettes. Vous pouvez avoir conscience que quelqu'un a besoin de lunettes. Vous pouvez éventuellement lui suggérer que peut-être il a besoin de lunettes ou de changer de lunettes, mais vous ne pouvez pas porter les lunettes à sa place. Et le sauveur, alors effectivement, non seulement il va interférer dans la vie de l'autre et saboter certains des mécanismes de développement de l'autre, mais souvent il s'auto-sabote aussi lui.
en faisant ça parce qu'il s'oublie. Il se fait passer après l'autre. En fait, le sauveur est… Alors là aussi, je parle en connaissance de cause. C'est pour ça que je me permets d'en rigoler, parce que c'est vraiment un truc que j'ai pratiqué à fond et je suis sûre qu'il y en a encore des restes. Donc le sauveur, lui, son truc, c'est qu'il va s'oublier. Il va se faire passer après parce qu'il tire sa gloire, il tire sa valeur du fait qu'il est utile à l'autre. Donc, il va être prêt à s'aplatir, à se mettre en mode serpillière, à s'oublier complètement, en mettant l'autre vraiment à la meilleure place. C'est vraiment celui qui est prêt au sacrifice total de soi, de tout ce qu'il est, de sa fortune, enfin voilà. Mais dans un échange qui n'est pas juste, qui n'est pas respectueux de lui-même. Et donc, il va aussi se saboter, se limiter en se disant « Ah oui, mais je le fais pour l'autre », ce qui peut être aussi une excellente stratégie pour ne pas bouger. Parce qu'il a quelqu'un à charge ou parce qu'il se croit responsable de quelqu'un, parce qu'il est parent, parce qu'il est responsable d'une boîte et donc il se croit obligé de tout endurer parce qu'il doit se sacrifier pour les personnes qui dépendent de lui. Voilà, donc ça c'est sa stratégie à lui et ça peut être aussi une forme d'auto-sabotage. En fait, je pense que j'ai rien contre le sacrifice si c'est quelque chose qui rend les gens heureux, s'ils sont heureux de se faire passer après et qui se sentent bien comme ça, ok, mais si c'est après pour le reprocher aux gens pour qui ils se sont sacrifiés, avec des phrases du genre ah, avec tout ce que j'ai fait pour toi, la phrase voilà, là pour moi on est dans l'auto-sabotage. Ouais, puis tu as le truc aussi, une dernière petit truc, c'est que se choisir soi, en fait. Si tu te fais du bien à toi-même, en fait, si tu lâches l'affaire avec le sauveur, tu vas devenir heureux, joyeux, et du coup, ta présence sera une aide pour l'autre. Parce que si l'autre est dans une logique d'autodestruction, ça veut dire qu'elle ne va pas bien. Donc, en fait, si toi, tu te fais du souci et que tu vas pas bien, bah, pas bien plus pas bien égale méga pas bien. En fait, j'en rajoute à la situation. C'est con, mais j'en rajoute. Et c'est tout sauf tout sauf ce que je veux. Donc, en fait, je développe, je lâche l'affaire, je développe mon bien-être et ma joie, et du coup, ça peut donner un exemple à l'autre, parce que l'autre, c'est ce qu'il cherche dans le fond, finalement. Personne n'a envie d'en chier. Donc, s'il voit qu'on est heureux, peut-être il va chercher à faire un peu comme nous, ou aller suivre un peu, entre guillemets, un exemple, mais en gros, voilà, c'est pas dans l'acte, c'est pas dans le fait de sauver l'autre, c'est juste si vous choisissez vous, si vous développez votre propre bien-être et du coup, ce que disait Sylvie, que vous passez pas en dernier, et ben votre énergie sera bonne et rien que votre présence sera une aide pour l'autre. Voilà, une petite bouffée d'oxygène. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Parce que moi, avant, quand j'étais en mode sauveuse, ça, j'ai arrêté. Enfin, normalement, ouais, je pense. Peut-être qu'il me reste des restes, mais vraiment légers. J'aime bien parce qu'on en parle comme si on disait j'ai arrêté la clope ou ouais, voilà, j'ai arrêté la drogue. J'ai arrêté d'être sauveuse. En fait, en fait avant, j'étais quand j'étais en mode sauveuse. Ça fait 10 ans. On va faire un fou rire. Quand j'étais en mode sauveuse, j'étais en mode il y a le chat qui est là. Arrête. J'étais plutôt en mode je disais aux gens mais si, regarde, tu peux faire ça et puis ça va marcher, tu vois. J'étais un peu en mode vouloir le sauver, donc forcément trouver des solutions à la place de l'autre, la totale, etc. Et en fait, j'étais hyper crevée, quoi. J'étais fatiguée. C'était des fois, je pouvais mettre des semaines à plus pouvoir rien faire parce que ça me crevait vraiment. Surtout quand c'était des gens très proches et tout, c'était hyper fatigant. Et le jour où j'ai compris que c'était pas à moi d'être la sauveuse et tout, bon, je fais à vitesse rapide, et que j'ai juste dit bon bah moi je vais faire des choses pour moi et ce qui me fait plaisir, et ben je me rends compte que soit les gens qui se plaignaient avant et que j'essayais d'aider, bon, il se passe rien et ils se plaignent toujours, ou soit il y en a certains que ça a débloqué des choses, mais en voyant que, en montrant l'exemple, comme tu disais Rémi, en fait, en montrant l'exemple sans le vouloir, juste en étant toi dans ta vie, dans ce que tu fais, ça inspire des fois les autres à dire ah bah si elle a fait ça, bah ça veut dire que je suis capable. Et ouais non, la sauveuse c'est pas le bon plan en fait. Je voulais répondre aussi à Manu Chao, ce chat qui parlait du problème de prendre sa place, qui disait mon entourage ne me donne pas de place ou ne me laisse pas prendre ma place. Donc là, c'est exactement la même chose. Si tu penses que le problème vient de l'entourage, en fait, tu te positionnes en victime impuissante, qui est victime de son entourage, et donc tu vas continuer à alimenter ce truc. Et là aussi, je me permets de t'en parler parce que prendre sa place, c'est aussi une problématique
qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. Donc si tu continues à te dire c'est la faute de mon entourage, vu que ton entourage tu vas pas le changer, tu vas continuer à te sentir victime et impuissant. Par contre, si tu décides qu'à partir de maintenant tu prends ta place en posant des limites à ton entourage, en disant je sais pas, alors je sais pas comment ils envahissent ton espace, en disant de telle heure à telle heure c'est un créneau que je prends pour moi et je serai pas disponible pour vous. Ça peut être pendant ce temps-là je suis absent de la maison et je ne suis pas joignable sur mon téléphone parce que c'est un temps que je prends pour moi. Ça peut être par exemple moi j'avais besoin d'avoir une pièce à moi dans la maison qui n'était que ma pièce et où les autres n'entraient pas. C'était vraiment très très important pour moi. Donc manifeste-leur, exprime-leur de quelle façon tu as besoin de prendre ton espace et j'ai envie de dire ne leur laisse pas le choix. Vraiment tu décrètes qu'à partir de maintenant c'est comme ça, tu prends ton espace et tu vas voir que bizarrement, du fait que tu vas prendre ta place, ils vont arrêter de l'envahir parce qu'en fait, ils vont comprendre qu'il y a une limite et que de toute façon, tu ne céderas pas, qu'ils vont pas. Oui, c'est un peu comme si ils envahissent ton espace parce que quelque part, tu leur permets d'envahir ton espace. Et là aussi, moi, j'ai eu du mal à comprendre que le problème venait vraiment de moi, de cette façon que j'avais toujours justement de m'effacer, de me faire passer après. Si tu décides que tu es le plus important et que tu te choisis en premier et que tu as droit à ton temps, à ton espace, donc je ne sais pas si c'est de loisirs que tu as besoin ou voilà. Donc exprime-leur qu'à partir de maintenant, tu as décidé que tu prends tel espace de telle façon et que, en gros, c'est non négociable, que ça leur plaise ou non. C'est comme ça, c'est ton besoin vital et c'est non négociable. Et t'es pas obligé pour ça de le dire de façon agressive. Et c'est en ça aussi que je trouve que l'autosabotage est un excellent révélateur parce qu'en fait, il nous montre là où ça nous atteint encore. Quand on a désamorcé un mécanisme d'autosabotage et qu'on retombe dessus, on se rend compte que ça ne nous fait plus rien et qu'on en rigole. Et là, on sait qu'il est guéri. Et par contre, quand il y a encore de l'émotion, quand il y a encore de la colère, quand il y a encore de la tristesse ou des choses désagréables qui surviennent, c'est là qu'on sait qu'en fait, l'autosaboteur ou la personne qui nous donne l'impression de nous saboter est en fait notre plus grand allié parce qu'il est en train de nous montrer une espèce d'accro qu'on a dans ce que j'appelle notre manteau d'amour. Je dis toujours que notre aura, notre corps énergétique, c'est un peu comme un manteau d'amour et dans ce manteau d'amour, il y a des accros, il y a des petites déchirures qui viennent de notre histoire personnelle. Et en fait, pour moi, le rôle de l'autosaboteur ou du saboteur extérieur, mais c'est la même chose en fait, que ça vienne de l'extérieur ou de l'intérieur, c'est toujours la même chose. C'est juste de nous montrer où ça a besoin d'être ravaudé, où ça a besoin d'être réparé, pour que justement on soit capable de se donner encore plus d'amour. Et depuis que je le vois comme ça, et ben ça m'aide à accueillir avec plus de patience et de bienveillance ces petits personnages désagréables, qui soient à l'extérieur de moi ou à l'intérieur. Et encore une fois, je sais que de toute façon, quelle que soit la façon dont la réalité me les manifeste, la source elle est toujours en moi. Je sais que voilà, c'est juste des alliés. Et du jour où vous arrivez à les voir comme ça, comme des alliés qui sont là pour vous aider à raccommoder votre manteau d'amour, ils deviennent beaucoup moins casse-pieds. Ça n'empêche pas que des fois, on pète quand même une durite et qu'on a envie de les foutre tous dehors. Hein, je vous rassure. Voilà. Donc, je crois qu'il est presque 10 heures. Si vous avez encore des questions, allez-y, parce qu'on va bientôt arrêter, je pense. Ouais. Je regarde aussi le chat. On vous remercie en tout cas pour toutes les remarques et les questions que vous posez. C'est ça aussi qui fait vivre les émissions. Alors, il y a beaucoup de gens qui soulignent qu'on a encore beaucoup rigolé ce soir, même si c'était un sujet très sérieux. En même temps, vu le trio, moi je me voyais pas faire une émission sérieuse, connaissant notre tempérament à tous les trois. Et c'était aussi le but, voilà, c'était aussi le but de montrer que même si ces autosabotages, ça peut être quelque chose de très désagréable à vivre par moment, y compris, comme le disait Rémi et d'autres personnes sur le chat, hein, ça peut nous amener à des attitudes vraiment extrémistes et très autodestructrices. Ça n'empêche pas que on peut en rigoler. On peut en rigoler après coup, on peut en rigoler encore même quand on est dedans. Un peu comme avec j'ai l'image d'un vieux pote, en fait, un vieux pote un peu casse-bonbon, mais qu'on aime bien au fond, on le connaît, voilà, il est comme ça, il a ses travers. Et puis régulièrement, il revient nous rendre visite et on préférerait s'en passer, mais en même temps, il a quand même ses bons côtés aussi et c'est pas la peine de le mettre à la rue à coups de pied, quoi. Bah oui, c'est clair. Rémi, tu vois encore des choses sur le chat?
Non, rien de plus. Je suis en train de regarder justement ce qui se racontait aussi en même temps, mais non, là, je pense que c'est bien. Je crois qu'on est plus dans du se faire du bien. Alors, il y a des échanges énergétiques qui On sont là. s'envoie des cœurs et Ouais, tout. c'est ça. Des énergies paisibles là, qui s'échangent là, je trouve ça. Ouais. Ça sonne beaucoup intéressant. Il y a Christina qui dit c'est précieux ce qui a été dit ce soir et hyper réconfortant. Sabotons le saboteur. Et Luce qui dit oui, l'humour permet de faire passer beaucoup de messages. Il est sympa ton slogan chat fait rire, décide-moi un fou rire. C'est sympa Ouais. je trouve ça pas mal du tout, quoi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on mettra peut-être en commentaire de l'émission les articles. Marie, tu pourrais nous faire une petite liste des articles que tu avais conseillé à l'autosabotage. Moi, je me souviens de un. Je ne sais pas si tu en avais déjà fait d'autres avant. J'en ai fait un sur l'autosabotage, j'en ai fait un sur la peur d'envoyer un devis, comme on en a parlé. Et j'ai fait une lettre à ma peur. J'ai écrit une lettre à ma peur. Voilà, peut-être si tu peux nous donner les 3 liens. Ouais, comme ça, je les mettrai en commentaire. Je vous invite de toute façon à lire les articles de Marie que je trouve toujours passionnants parce que justement, elle se livre avec beaucoup d'authenticité. Dans tout ce qu'elle vit, que ce soit son parcours professionnel, mais aussi toutes les réflexions et les doutes qu'il habite. Elle fait ça avec beaucoup de sincérité et c'est quelque chose que j'apprécie. En plus, en général, ça fait écho à des choses en moi. Moi, je vous mettrai aussi le texte que j'ai publié aujourd'hui qui s'appelle J'ai déplacé quelques montagnes où justement je parle de mes rapports avec Sainte Victimite et la place très importante qu'elle a eue dans toute une partie de ma vie. Et qui finit justement par une adresse où je lui dis j'ai compris qu'en fait tu es la gardienne de mes seuils. Voilà, peut-être je dirais que s'il y a une chose que je vous suggère de garder de cette émission, c'est ça, quand vous rencontrez un de ces personnages un peu désagréables, c'est vrai qu'on n'a pas forcément les rencontrer. En plus, en général, ils sont assez insistants. Essayez de le voir vraiment comme un gardien d'un seuil, quelqu'un qui vient vous dire eh oh, j'ai un message pour toi, c'est que tu vas bientôt passer un nouveau palier. Est-ce que tu es prêt à l'accepter? Et voilà, après, libre à vous de prendre le message ou de lui jeter à la tronche en lui disant non, j'en veux pas. À ce moment-là, pour passer en mode psychodrame, Calimero et tout le reste. Et c'est OK aussi. Je veux dire, des fois, on a besoin de passer par certains états. Rémi, il a parlé de son côté extrémiste. Moi, comme je l'ai dit, j'ai eu des phases dépressives, suicidaires. Voilà, c'est aussi aller assez loin. Et voilà, tout ça, c'est vous. Ça fait partie de vous. Et la vie vous renvoie, encore une fois, un miroir extrêmement juste. Tout ce qu'il y a à l'intérieur de vous, le beau, le lumineux, le solaire et aussi ce qui est plus obscur. Et ça ne veut pas dire pour autant que c'est indigne d'amour. Je dirais même que ça a peut-être besoin de 2 fois plus d'amour que la partie de vous qui en a déjà reçu assez pour pouvoir briller. Voilà. Un petit mot de la fin, tous les deux? Bah, merci à tous, c'était encore chouette. Ouais. Les commentaires, comme tu dis, c'est sympa aussi d'avoir des retours des gens, c'est cool. Et puis la bonne ambiance qui est toujours quand on se fait des émissions ensemble. Effectivement, nous, comme vous disiez tout à l'heure, c'est sérieux et c'est léger en même temps. C'est comme ça qu'on est dans la vie. Moi, je me prends pas le chou en général et j'aime bien rigoler, quoi. J'aime bien dédramatiser tout ça. Donc, oui, le développement personnel, c'est surtout un état d'être. On fait pas ça pour se prendre la tête ou pour se remettre dans des dogmes ou dans des enfermements, quoi. On fait ça pour être libre, en fait, d'être pleinement nous-mêmes, quoi. Donc, pour moi, c'est retrouver justement la spontanéité de l'enfance. C'est la joie quasi permanente et puis réussir à rigoler des trucs les plus difficiles, ça les désamorce complètement, quoi. D'ailleurs, à ce sujet, je mettrai aussi en lien une autre émission qu'on avait faite il y a plus longtemps sur mon autre chaîne, LLU TV, avec Rémi et puis 2 autres personnes qui s'appelait De la souffrance à la liberté de l'être. Ah oui. Et où ça aurait aussi pu être un sujet très très grave et très très plombé puisqu'on parlait justement de toutes les choses pas drôles du tout qu'on a traversées dans nos vies les uns et les autres. Donc Rémi et moi, on a un peu parlé ce soir de ce qu'on a traversé, mais il y avait une personne qui avait vécu l'inceste. Voilà, il y avait des gens qui avaient vécu des choses vraiment très lourdes. Et en fait, c'est une émission qui, paradoxalement, est drôle. Vraiment, on rit beaucoup en regardant cette émission parce que justement, on en était tous à un point où on pouvait parler de ce passé avec beaucoup de bienveillance, de compassion et d'humour. Et puis, il y a une autre émission qui est vraiment belle aussi en ce sens. C'est l'émission avec Happy Energy qui s'appelle De la négation de soi à l'amour de soi, où elle parle justement de son passé de jeune fille, de petite fille qui a connu l'inceste plusieurs fois en famille, puis d'autres formes de violence, et comment elle s'est servie de tout ça aujourd'hui
pour exercer dans sa pratique de thérapeute, pour vraiment venir en aide, en particulier à ces gens-là, tous les gens qui ont des problématiques lourdes avec les violences sexuelles, avec l'autodestruction, l'anorexie, la boulimie, toutes ces expériences-là. Comme ce sont des choses qu'elle-même, elle a transmutées, elle est vraiment habilitée à accompagner les personnes qui ont vécu ce genre de choses et à les aider. Donc voilà, je dirais, retenez aussi ça, quoi que vous ayez vécu, quelle que soit la profondeur de vos mécanismes d'auto-sabotage et de blessures, rien n'est irréparable. En fait, ce qui importe, c'est vraiment l'accueil que vous allez faire à ça et l'usage que vous choisirez d'en faire. Voilà. Et je pense vraiment qu'il y a des personnes qui sont capables de faire de ce terreau très noir une grande richesse, quelque chose de très fertile et qui va aussi être utile à d'autres. Voilà. Un petit mot, Marie ? Ah, tu m'as subjuguée là. Sylvie. Bon, en plus d'être lumineuse et joyeuse, je suis subjugante. Maintenant, il voulait casser mon aura, c'est raté. Ah, sur la fin, là, tu t'es carrément auto-sabotée, quoi. T'as remis tellement de joie et de lumière, bah alors là, t'as tout recommencé à zéro, quoi. Bon, bah on va faire une deuxième émission dans la foulée. Non, bah tout a été dit, hein. Remettre de la joie et aussi des fois s'observer de l'extérieur, en fait. Comme si tu te mettais là et que tu te regardais, tu te disais non, mais qu'est-ce que je suis en train de me raconter là. Et c'est drôle, en fait. Enfin, même si des fois c'est pas drôle parce que évidemment si tu es en mode drama, bah non, c'est pas drôle, mais quand tu recules d'un pas, tu dis non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc. Enfin, c'est pas une question de se juger, mais c'est de dramatiser la situation, en fait. Mais des fois, c'est aussi de jouer ce personnage à fond qui va permettre qu'on va réussir à s'en décoller et à en rigoler. Aussi. Tu vois, que ça soit la colère, que ça soit la tristesse, bah voilà, si c'est ça qui vous habite à ce moment-là, jouez-le, surjouez-le. Nous, on fait ça avec mon fils, par exemple, quand on commence à se prendre le chou pour un truc. Donc, on exagère la colère jusqu'au moment où ça nous fait pouffer de rire et où c'est comme une baudruche qui se dégonfle et qui a plus de... Donc là aussi, je jouais le personnage de Calimero, de psychodrame, de victimite, de souffritude, voilà, passer toute la gamme. Et puis à un moment, comme dit Marie, vous allez sentir que vous réussissez à vous décoller et à l'observer comme si c'était un peu votre meilleur ami et que vous le regardiez en disant mais qu'est-ce qu'il me fait là, il pète un câble, c'est n'importe quoi ce qu'il est en train de faire. Grave, c'est cool, ça. Et le moment où on réussit ça, en fait, je crois que c'est notre plus grande victoire parce que c'est là qu'on cesse d'être identifié à cette part égotique blessée et complètement dans l'illusion, en fait. C'est ça, elle est dans l'illusion d'un monde qu'elle se crée elle-même. Et voilà, quand on réussit à se déscotcher de ça et à le regarder comme le cinéma que c'est, finalement, c'est juste un film. Vous pouvez aussi faire ça, regardez le film que vous êtes en train de vous projeter, un peu comme si vous étiez dans un cinéma et demandez-vous qu'est-ce que c'est comme film. Est-ce que c'est un film d'horreur? Est-ce que c'est un drame? Est-ce que c'est un film de guerre avec un scénario du style « je dois me battre pour y arriver » voilà, ça peut être intéressant aussi de le faire comme ça. Ah, tu dis ça, il y a un dernier truc qui me vient, c'est dans une séance justement, j'avais une personne qui arrêtait pas de rabâcher, qui était en plein drama justement. Puis du coup, je lui ai dit, allez, hop, changement d'ambiance, on s'observe, on est au-dessus, on est en train de s'observer, en train de jouer la scène. Alors du coup, je dis, comment vous vous sentez là où vous êtes? Elle me dit, bah, je me sens bien. Je lui dis, ouais, franchement, n'empêche, dans le rôle du plus grand rôle dramatique sont nominés Rémi et machin, quoi. Phèdre. Et maintenant, on passe encore au niveau du dessus. Donc, on observe ceux qu'on observe et qui sont en train d'observer les deux qui sont en train de jouer. Et puis là, on retrouve un état de paix total. Donc, en fait, c'était rien du tout. C'était juste. Bon, c'était une petite induction, mais derrière, quand on revient à l'état normal, la personne, il n'y a plus du tout de drame. L'instant d'après, quoi. Ça a mis 5-10 minutes. Et au final, du coup, c'est très drôle de voir ça parce que on est vraiment tellement dans notre rôle, on est tellement à fond dedans et on joue super bien quand même, hein, des grands talents d'acteurs. Faut dire, on est très convaincus aussi hein, de la. Mais juste avec du recul, ça peut sauter comme ça. On peut basculer tout de suite derrière si on arrive à prendre du recul. Ouais. Et pour ceux qui sont comme ça en quête d'outils, je rappelle d'ailleurs qu'on anime tous les mois un atelier en duo, Rémi et moi, dans un pack qui s'appelle autonomie et liberté d'être. Donc, chaque fois, il y a un thème. On a fait un thème sur l'autoguidance, un autre sur l'auto-guérison, et le prochain, c'est sur la fluidité. Donc, si justement, vous avez besoin d'amener un petit peu de fluidité dans
dans vos pratiques d'auto-sabotage, ça peut peut-être être intéressant de participer à l'atelier. Et puis, Marie, je crois que tu fais aussi des choses, toi. Tu proposes aussi des stages et des choses comme ça, non? Oui, alors moi, je n'ai pas de date publique. Elles sont privées, en fait. Il y a des dates, mais je ne les communique pas. Si c'est pas de l'auto-sabotage, non, ça. non, mais j'ai pas encore fait de date publique, en fait. Par contre, j'ai remis Est-ce que là, j'avais fait une pause dans mes ateliers photo-intuitive. Donc là, j'ai relancé mes ateliers. J'ai pas encore mis de date publique. Par contre, si par exemple un groupe est déjà créé, je viens en fait, je me déplace. Moi, j'aime bien l'idée de me déplacer partout avec mon petit sac à dos. Là, récemment, j'ai ouvert un nouveau format pour la photo parce qu'en fait, je fais des photos principalement pour les entrepreneurs, les professionnels du bien-être, hein, tous les gens qui en ont besoin pour leur activité. Et j'avais beaucoup de retours de gens surtout de femmes, me disant oh, mais c'était plus qu'une séance, c'était une thérapie, machin. Puis là, j'étais là. Puis là, j'avais mon auto-saboteur, justement, qui disait non, mais je peux pas dire que je fais de la photothérapie, ça va pas la tête, j'ai pas de diplôme de thérapeute. L'auto-saboteur a été là très longtemps. Et là, je l'ai dégommé et j'ai un nouveau service qui est de la de la thérapie par la photographie. En fait. Donc là, c'est en individuel, par contre. Et alors, ça peut se faire à distance ou tu le fais seulement dans le physique? Non, que en physique. D'accord. Et voilà ce qu'il y a en ce moment. Voilà, j'ai pas de date à annoncer, mais en tout cas, bon, après, tout est sur mon site. Hein. Oui. Voilà, et puis avec Rémi, vous pouvez bien sûr bosser en consultation privée aussi sur tous vos schémas, déprogrammer des choses, en reprogrammer d'autres. Rémi, c'est le grand bidouilleur de programmes. Et les stages de chamanisme et tout voilà, ça. des stages de chamanisme. C'est vrai qu'on n'a pas du tout reparlé ce soir de notre activité professionnelle puisqu'on l'avait déjà beaucoup fait dans la première émission, donc je trouvais que c'était pas utile. Mais vous pouvez aller voir sur les sites de chacun qui sont en lien sous l'émission ce qu'on fait si ça vous intéresse. Voilà. En tout cas, je vous remercie, vous public, et puis vous, mon binôme, trinôme de la bonne humeur. Pour cette belle émission. Je suis vraiment contente de l'avoir faite et de l'avoir faite avec vous tous. Et je vous donne rendez-vous samedi, ceux qui sont disponibles samedi soir. On a une émission avec Christian Duval, une émission ludique, récréative, donc pas du tout au format conférence. Je pense qu'on va encore plus rire que ce soir, ou au moins autant, où Christian va nous proposer une soirée autour des contes, mais sur un mode un peu particulier, puisque ça va être une soirée participative, c'est-à-dire que vous allez tirer des contes au sort en réponse à des demandes ou à des questions, et dans un premier temps, il va vous lire le conte qui correspond à votre tirage au sort, et à la fin, il va carrément en improviser un sur mesure pour le groupe, d'après des personnages qu'on va tirer au sort tous ensemble. Donc, je pense que ça promet d'être très réjouissant. En plus, connaissant Christian, qui n'est pas le dernier non plus pour rigoler, je pense que ça va être plein d'humour. Et puis, pour ceux qui veulent nous rejoindre et justement déprogrammer quelques schémas, il y a demain la crypte de cristaux avec Frank Vandenbroek. Vous pouvez vous inscrire encore jusqu'à demain 19h. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez regarder sur la chaîne. Il y a une émission qu'on avait consacrée aux cryptes de cristaux où on expliquait ce que c'est. En quelques mots, ce sont des soins quantiques qui permettent justement de défaire certains schémas dysfonctionnels, on va dire, ou plus adaptés à ce que vous êtes aujourd'hui, et de les remplacer par des schémas beaucoup plus près de votre vraie nature. Et moi, c'est un outil que j'adore parce que ça se fait vraiment pour le coup dans une fluidité, une douceur. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de souffritude, il n'y a pas de prise de tête. C'est tout ce que j'aime. Et en plus, Franck est aussi quelqu'un qui a plein d'humour. Donc, j'apprécie vraiment ces soirées qu'on fait tous ensemble. Donc, si vous voulez être au courant de tout ça, abonnez-vous à l'infolette de la chaîne et vous recevrez dans votre boîte mail les programmes des ateliers et émissions de la semaine. Voilà, une bonne soirée à tout le monde. Merci encore à tous, à Rémi, à Marie et à demain, samedi ou plus tard. Au revoir. Au revoir. Au revoir.